Aujourd'hui, à la brigade, on reçoit l'entraîneur des gardiens de but de l'équipe de la LPHF d'Ottawa, Pierre Groulx. Salut tout le monde, bienvenue à la brigade, je m'appelle Jean-Philippe Faure, en compagnie ce soir de Jean-Philippe Fortin ainsi que de Pascal Villeneuve. Messieurs, comment allez-vous? Ça va bien? Ça va bien, très bien. On a un gros épisode pour vous ce soir. Oui. On va vous présenter un peu plus tard notre entrevue qu'on a réalisée avec Pierre Groulx. Pierre Groulx, ça c'est l'ancien entraîneur des gardiens des Sénateurs sous Jacques Martin jadis. Il a ici ensuite entraîneur des gardiens des Panthères de la Floride. A suivi Jacques Martin avec les Canadiens de Montréal, a été l'entraîneur des gardiens de Carey Price, entre autres. Il est revenu avec les Sénateurs sous Guy Boucher et est maintenant l'entraîneur des gardiens de l'équipe de la LPHF d'Ottawa. Donc, il travaille de près avec Emerald Smashmeyer et les trois gardiennes de la formation. Mais avant tout, je vais vous éviter ma question de la semaine parce que, comme on nous a dit, Pierre Groulx avait de la jasette. C'est vraiment intéressant ce qu'il nous a dit. Oui. Beaucoup de behind the scenes. Beaucoup de behind the scenes. Je sais pas si vous êtes déjà pris un bonbon, puis vous êtes dit, il est bon ce bonbon-là, puis là, après 10 minutes, il était fini, mais puis vous auriez aimé ça, que ce bonbon-là dure 2 heures, là, ben, écoutez cet épisode-là, parce que c'est du bonbon pendant 1h30 quasiment. Ah ouais, c'est ça. Vous allez vraiment aimer ça. Donc, messieurs, rappel, cet avant-dernier épisode de la saison pour nous, que oui, c'est vrai. Le 5e baron vous invite toujours à assister à un match des Sens à la brasserie. Un match des Sens, mais aussi un match de la LPHF d'Ottawa qui sont diffusés sur les écrans géants. Vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux ou suivre le 5e baron directement sur Instagram ou sur Facebook. On vous rappelle aussi notre partenariat avec le blog Silver 7. On vous offre du contenu en français offert en relation avec le blog. Cette semaine, de quoi Stu nous parle, il nous revient en fait. Stu est en fin de saison, fait qu'il va nous faire un petit résumé de ce qui s'est passé, un petit bilan, un petit au revoir, un petit bon été. C'est ça qui s'en vient pour lui. Parce que veut pas, c'est là qu'on est. Ouais. Encore une fois. Vous êtes passionné de hockey comme nous, lancez votre blog, podcast ou compte de réseaux sociaux pour partager votre passion. Et pour assurer une présence en ligne, pensez à Planet Hoster, notre partenaire d'hébergement web. Avec des services en français, il simplifie la création de votre site, de votre boîte courriel et bien plus. Obtenez votre propre domaine et démarrez votre projet avec Planet Hoster. Allez marquer votre but en ligne avec la compagnie qui soutient la brigade et les projets des fans francophones. Rendez-vous sur planethoster.com. Avant de passer au warm-up, on vous l'a dit, c'est l'avant-dernier épisode de la saison. La saison achève à grands pas. La semaine prochaine, on va essayer de vous faire quelque chose de spécial. On travaille là-dessus. Suivez nos comptes de médias sociaux pour plus de détails, ce qui s'en vient. On va essayer de faire quelque chose de différent. Hein? On va faire des tests. Donc, soyez à l'affût. JP Fortin. Oui. Warm-up. Donc, warm-up divisé en 4 sections. Commencer par les Sénateurs. Sans surprise, ça gagne, ça perd. Ça perd. Ça gagne, ça perd. Fait qu'on voulait, nous, les gens de la brigade, vous dire un gros bravo aux partisans, que vous continuez à se présenter au Centre Canadian malgré les performances d'équipe. Et ça, c'est tout en votre honneur. Parce que pour plusieurs, on aurait décroché et assez vite. Brady Tkachuk a établi son nom dans les livres des records pour le plus de nombre de mises en échec durant un match, et ça a été 16 mises en échec durant le match. C'était quand même assez incroyable. Shane Pinto, lui qui a un contrat présentement de 1 an à 775 000, devra re-signer un nouveau contrat, et j'ai hâte de tantôt de vous poser la question: combien vaut Shane Pinto et quel serait son nombre d'années de contrat? Les Sénateurs congédient des recruteurs professionnels, Jim Clark et Rob Murphy. Au niveau de la LPHF, sans surprise, on est en arrêt pour le championnat mondial et le Canada a perdu contre ses rivaux, les USA. Les Sénateurs de Belleville, qui sont présentement 6e de la division S, à 72 points, égal avec le Rocket de Laval. Malgré tout, les Sens de Belleville ont 2 matchs en main sur le Rocket.
pour la dernière place en série. Et autre fait intéressant, les Olympiques de Gatineau ont vu leur parcours se terminer en première ronde, mais l'autre côté de la rivière, les 67 d'Ottawa passent en deuxième ronde. Voilà. Ça fait le tour. Ça fait le tour. Shane Pinto, combien d'années et combien il vaut? Shane Pinto, je pense qu'il n'y a pas de place pour un contrat à long terme avec Shane Pinto. La durée du contrat va avoir un impact certainement sur le montant qu'il va avoir. Mais lui a dit qu'il voulait être avec les Sénateurs encore pendant plusieurs années. Ouais. C'est particulier. Normalement, les joueurs dévoilent pas leurs cartes comme ça en public. Il l'a fait. Fait que je pense que, tu sais, il est conscient que le dernier contrat qu'il a eu, c'était selon les circonstances, puis que il a payé sa quittance, là. Puis il va être avec l'équipe encore longtemps. La seule affaire, c'est que si Norris puis Timmy sont en avant de lui, encore jusqu'en 2030 à 8 millions, est-ce qu'il se voit vraiment comme troisième centre de l'équipe? Est-ce qu'il se voit plus gros que ça? Je pense que toutes les cartes sont là pour un contrat pont, un contrat peut-être de 3, 4 ans, max 5 ans, autour de 4 millions. Moi, c'est ça que je vois. C'est à peu près ça que je vois pour chez 4 par 4 dans le fond? Quelque chose là-dedans, 4 roues motrices. Parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'il va signer son contrat pont. Dans 4 ans, on va réaliser que Josh Norris se blesse constamment. On va racheter son contrat. Puis on va lui donner un vrai contrat qui fait de l'allure. C'est très possible. Sauf que on veut pas non plus s'exciter comme on l'a fait dans le passé, avec des gars comme des Colin White, avec des gars comme Josh Norris, qu'on lui a donné un gros contrat après une saison. Oui, il nous a montré des belles affaires, mais veut pas Pinto à date. Écoute, depuis qu'il est avec les Sénateurs, il a joué 135 parties, mais il en a manqué 118. Tu sais, sur une possibilité de 250 autour de ça, là. Tu sais, il y a blessure, plus sa suspension. Fait que oui, on a un bon échantillon. Faut pas s'exciter non plus. Parce que malgré tout, cette année, c'est quand même 26 en 37. C'est pas désastreux, là. Non. Non, écoute, mais faut pas s'énerver avec non. Un petit échantillon. C'est la seule affaire, tu sais. C'est ça. C'est comme moi, 4 millions, c'est beaucoup. Oui? Ouais. Parce que c'est un troisième centre. On ne voulait pas donner 5 à Pajot comme troisième centre. Exact. Ouais. Mais est-ce qu'il va accepter plus bas que ça? Je le doute. Mais, tu sais, moi, personnellement, j'irais dans un comparable à Mathieu Joseph. 2.9, 3.2. Je pense qu'il est plus important que ça. Non, je pense qu'il va plus aller chercher autour de 4 parce que c'est un joueur de centre, parce qu'il est bon dans sa zone, parce qu'il est fiable. Écoute, son clan a toutes les statistiques pour montrer que, hey, regarde, sans Shane Pinto, vos stats, avec Shane Pinto, vos stats. C'est le jour puis la nuit, là, tu sais. Il y a beaucoup d'arguments dans son côté. Ça va être intéressant de voir Steve Staios négocier. Oui. Ça va être le premier contrat qu'il va signer là, avec un joueur RFA. Là. Fait que ça va nous donner une idée de où il s'en va. Mais je pense pas que Pinto veut faire sauter la banque. Je pense qu'il est conscient. Puis même, c'est bon pour lui. Là, s'il se donne 3 ans, 4 ans, puis il défonce tout, puis il devient le deuxième centre, ça va juste être plus payant pour lui par après. Là, surtout si Norris n'est plus là. Puis je pense que c'est bon pour les deux parties. Là. Je m'attends pas à avoir un 8 ans. Là. Je ne verrais pas ça. Ouais. Puis il va aller jouer là, pour l'équipe américaine au championnat du monde. Tu sais, si ça peut. Lui, il a joué 41 games. Il est comme. La saison est déjà finie. C'est ça. Je viens juste d'arriver, tu sais. Vous autres, les 16 mises en échec de Brady Tkachuk, ça vous excite-tu? Pour être là en personne, là, j'étais là dans les 2 matchs. Ça a commencé vraiment au match contre la Floride, en 3e période. Là. Il courait après tout ce qu'il y avait. Ouais, Nicolas, toute la ça gang, fait loser, un petit peu comme Stats. L'enfer. Mais, oui puis non. C'est tout dans un match qu'ils n'ont pas gagné. Là. La 2e partie, où est-ce que là, première période ordinaire, celle-là de samedi, Brady Tkachuk était partout, mais en plus, il a marqué. En plus, écoute, si c'était pas d'un gros arrêt de Jake Allen, il marquait le but puis il s'en allait en prolongation. Là, il était impliqué autrement. Il fait pas juste courir après tout le monde. Il est impliqué dans les passes, dans les buts, il a vraiment pris l'équipe sur ses épaules, puis là, il a dit venez-vous-en avec moi, tu sais. C'était des bonnes mises en échec dans l'ensemble. C'était pas des gens croches, puis je fais un paquet pour le fun. Là. Ça avait un sens, ce qu'il faisait. Parce qu'on l'a déjà vu s'énerver. Oui. Partir dans tous les sens. Là.
un peu comme il a fait quand Nico Hischier a lancé dans le filet désert, là, après que ça allait sonner. Puis là, on se fait dire « Ah, c'est comme Ridley Gregg. » Puis là, vous capotez parce que le gars, blablabla. Puis j'en parlais avec Marc Legault tantôt. Puis il me disait « Ah, les sénateurs, c'est tout ce que vous avez comme... que vous aviez, c'était que la réaction était exagérée. Puis là, vous avez fait la même chose. » Puis j'ai dit « Ouais, pas la même chose. C'était pas un croche-check d'en face. » Ouais, c'est ça. Non, il t'allait pas sur son message. C'est ça. C'est tout ce qu'on s'attendait que Morgan Riley fasse à Toronto. Personne n'aurait chialé. Personne des sénateurs aurait chialé s'il avait juste été pogné à côté d'en bande puis parlé d'en face. Écoute, Brady, là, c'est 3e dans la ligue présentement avec 333 shots. 3e avec 128 minutes de punition. 3e avec 270 mises en échec. Et tout ça avec une équipe d'avant 3e position. Donc, on est dans les 3 aujourd'hui. C'est beaucoup de minutes de punition, mais ça, on en a déjà parlé. Ouais. Jim Clark, Rob Murphy, ça a passé quand même relativement sous silence. Oui. Ça a été qui est avec les sénateurs depuis longtemps. Ben, c'est ça, un petit tweet venant de l'équipe de médias des sénateurs sur Twitter. Est-ce qu'on est surpris? Est-ce qu'on se prépare pour le repêchage? On va aller chercher du monde? Non, c'est juste que on positionne notre organisation comme on le souhaite, là. C'est ça. Puis c'est des pro scouts. C'est fait que c'est eux qui évaluent les joueurs de la Ligue nationale. Ils n'ont pas rapport avec le scouting junior, tu sais. Fait que, mais c'était des meubles, là, Rob Murphy, là, il était dans l'équipe des sénateurs la première année en 92 quand ils sont arrivés. Puis il est là depuis 2008 dans l'organisation. Fait que, non, je pense que ils font ça de la bonne façon. Tu sais, ils nous disaient d'être patients, puis qu'ils allaient regarder, ils allaient tout regarder. Tu sais, ils ont commencé top to bottom. Tu sais, ils ont adressé un peu la glace, mais pas tant que ça. Je trouve ça pas fou de dire, ben tant qu'on n'a pas une bonne idée de quoi l'organisation a de l'air, ça donne quoi de jouer avec l'équipe, là. Ça, c'est en train de se passer, mais quand on parle de ménage, c'est un ménage, là. Mm-hmm. On parle des frères Mann, Pierre Maguire, Pierre Dorion, ben, le Pierre Maguire, DJ Smith, Davis Payne, coach des vidéos. C'est beaucoup de monde qui ont reçu leur petit papier rose, là. Ça me fait rire parce que tu as parlé de Pierre Maguire, puis oui, j'ai eu un flashback de saison 1 de la brigade quand les sénateurs avaient annoncé l'embauche de Pierre Maguire pour aider Pierre Dorion. Puis on en avait parlé, on était comme « Ah, est-ce que c'est une bonne embauche? Ah oui, on est content, les sénateurs ont fait une embauche. » Ça a duré Hey, ça faisait-tu dur? Pierre Dorion l'a jamais accepté. Eh non. Il n'a jamais donné de rôle, il n'a jamais donné d'importance. C'était un feu de paille. Il n'a fait que passer. Alors maintenant, on vous laisse avec notre entrevue qu'on a réalisée avec l'entraîneur des gardiens de l'équipe de la LPHF d'Ottawa, Pierre Groulx. Donc, il a fait partie de l'équipe d'entraîneurs des Sénateurs, des Canadiens et des Panthères de la Floride. Il est présentement l'entraîneur des gardiens de but de l'équipe de la LPHF d'Ottawa. Pierre Groulx est avec nous. Pierre, de la grande visite. Bienvenue dans la brigade. Merci d'être là. Ah, merci de m'avoir. Pierre, avant qu'on parle un peu plus de ton parcours puis tout ça, je vais te poser une première question. Quand tu es arrivé avec les Sénateurs la première fois, c'était avec Jacques Martin. Après ça, tu l'as suivi en Floride. Après ça, tu l'as suivi à Montréal. Quand il est revenu à Ottawa, t'as-tu appelé? On s'est parlé, oui. C'est vrai? Mais... C'est vrai? Ah, ouais. Mais j'étais engagé par l'équipe d'Ottawa, l'équipe des femmes. Mais non, on s'est parlé beaucoup pour... il voulait... Vu que je connaissais le groupe d'entraîneurs, le groupe des gars d'équipement qui étaient là déjà, puis les joueurs, vu que c'était pas mal les mêmes personnes quand j'étais là, ils voulaient juste avoir un aperçu de l'équipe d'ensemble, puis juste parler. On s'est rencontrés, on se parle une fois chaque 2 semaines. Ah ouais, hein? Pas mal, puis on se garde en contact. Écoute, je dois beaucoup à Jacques, c'est lui que j'ai commencé ma carrière avec lui, puis c'est lui qui m'a donné une bonne opportunité. Alors, on se parle à chaque 2 semaines. Écoute, c'est un gars que j'ai appris beaucoup de lui. Puis, j'y vois beaucoup, mais c'est le fun d'y parler, puis juste parler d'autres choses. Ouais, ben on l'a reçu l'année passée sur ce même podcast, puis on a enregistré pendant à peu près 1 heure avec lui, puis je pense qu'il nous a jasé pendant une autre 45 minutes après, là. C'était vraiment fun. Off the record, oui. Puis, question comme ça, Pierre, est-ce qu'il te parle de la situation des gardiens des Oui, on s'est parlé des gardiens un peu. Non, on s'est parlé. Oui, écoute, entre moi puis Jacques, je sais que ça va pas nulle part d'autre. C'est juste entre moi puis lui, mais tu sais... Puis entre nous quatre. Non, c'était surtout, des gardiens. Écoute, évidemment, j'étais là quand Forsberg,
acquéri Forsberg quand j'étais là. Alors, parler de lui, parler de Korpisalo, puis parler de Sogaard qu'on l'a repêché quand moi j'étais là. Vrai. Alors, on voulait vraiment savoir un aperçu dans l'arrière. Puis, mais honnêtement, c'était tous les joueurs comme, tu sais, Chabot, Tkachuk, Batherson, Stützle, juste qu'est-ce que je pensais quand j'étais là, puis comment ils ont progressé dans les 3 dernières années. Là, je suis un peu curieux, on va retourner en arrière si ça te dérange pas. Toi, tu es un petit gars d'Ottawa, carrément. Tu viens de la région. Ouais. J'imagine que des pads dans le chaussée de toute ta vie. Si tu fais ce métier-là aujourd'hui, tu veux nous en parler un petit peu? Oui. Ben écoute, j'ai joué hockey junior dans la région d'Ottawa, puis j'ai eu un essai dans des ligues mineures au Texas, mais j'ai eu ma 5e commotion. Oh. Puis j'étais un joueur au baseball, c'était pas au hockey, c'était un joueur au baseball. Puis la décision à ce moment-là, c'était d'aller dans les ligues mineures pour avoir une carrière de ligue mineure qui fait pas d'argent puis qui progresse pas vraiment, ou de commencer à coacher dans le hockey junior dans la région d'Ottawa. Puis un de mes bons chums, il coachait les Grads de Cumberland. Okay. Avant qu'ils soient nommés les Grads de Navan. Alors, ça, c'est l'équipe de Claude Giroux, là. Oui. J'ai coaché Claude. Claude était avec nous autres quand il avait 16 ans. Okay, ouais. Avant qu'il y ait les Olympiques. Ouais. Alors, j'ai connu Claude quand il était 135 livres. Mais honnêtement, un gars qui était impressionnant, il y avait des gars de 20 ans, puis il sortait de la rondelle, des coins de la rondelle. Puis c'était impressionnant, un gars psy comme ça, puis les mains qu'il avait même à l'âge de 16 ans. Alors, c'était impressionnant à voir, mais c'est ça, il m'a appelé, il dit, tu veux-tu venir coacher avec moi? J'ai dit, sure. Puis, tu sais, à ce moment-là, je savais pas ce que j'étais pas faire. J'étais au collège, puis là, j'avais aucune idée où est-ce que je m'en allais. Puis là, c'est là que j'ai commencé vraiment à coacher les gardiens avec les Grads de Cumberland. Alors, c'est là que ça a commencé. Après les Grads, ça a été quoi le processus jusqu'à la Ligue nationale, dans le fond? Ben, c'est ça. Je pense que j'avais 18 ans, qui ça fait longtemps de ça. Jacques, son école d'hockey, que ça fait 30 quelques années qu'il y a, puis ça fait 30 quelques années que je travaille à l'école d'hockey de Jacques, à chaque année. Chaque année, il m'appelle, puis il dit, tu venir faire une couple de jours ou une semaine. Puis ma femme a ri de moi, parce que tu peux jamais dire non à lui. Je dis non, t'as raison, je peux jamais dire non. Alors, chaque année, je vais travailler pour Jacques, mais c'est ça. Son frère, Ron, mon père, il appartenait à une épicerie. Son frère, Ron Martin, il était délivreur pour Pepsi. Il travaillait pour Pepsi dans le temps. Puis j'ai accroché Ron quand je pense que j'avais 17-18 ans. Puis je dis, hey Jacques, as-tu besoin de quelqu'un à son école d'hockey? Il dit oui. Puis là, comme ça, j'ai commencé à connaître Jacques. Puis là, on se parlait. Puis là, je pense 2 ans plus tard, Jacques m'appelle durant l'école d'hockey. Il dit, hey, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je dis, j'étais à l'école, j'avais fini l'école, puis là, je dis, je coach le hockey junior, puis je travaille au magasin de mon père en ce moment, pas grand-chose. Il dit, tu voudrais-tu venir travailler pour le sénateur en faisant du vidéo à temps partiel? Vite de même, rien de moins. Oh oui, rien de moins, puis juste vite de même. Je dis, absolument. Tu sais, pour moi, j'habitais à la maison, j'avais rien à perdre. Puis la chose qui était impressionnante pour moi, c'est que tout le monde le groupe d'entraîneurs était vraiment exceptionnel dans ce temps-là, puis tout le monde a accepté. Mais là, j'étais là à temps partiel. Quand l'équipe était à la maison, j'étais là à chaque pratique, chaque game. Quand l'équipe allait sur la route, je faisais mon travail de la maison. Mais une des personnes qui m'a vraiment, à part de Jacques, qui m'a vraiment influencé, c'est que quand j'étais là, Roger Nielsen, on écoutait les games ensemble. Puis c'est vraiment là que j'ai appris vraiment comment regarder une game d'hockey. Pas juste comme partisan, mais comme entraîneur. Puis c'est là que j'ai appris vraiment à comprendre la game, puis comprendre les joueurs, puis comprendre comment faire un meeting, puis vraiment comment adresser les joueurs. Alors pendant 2 ans, j'étais à temps partiel. Puis la 3e année, une fois que Roger est décédé, puis Randy Lee dans le temps, c'était l'entraîneur de conditionnement et l'entraîneur de vidéo. Lui il était passé comme entraîneur adjoint. Moi, j'ai rentré comme entraîneur de vidéo à temps plein. Wow. Puis là, ça l'amène à l'année de lockout, qui est l'année complète, je pense en 2004. 2004, oui. Puis, écoute, on a passé l'année. Je me faisais payer, mais il fallait rentrer à chaque jour pour être au travail. Mais on faisait rien. Dans le lockout? Dans le lockout, on était obligé d'aller au centre clinique.
Puis s'asseoir là pour rien faire. Puis, j'avais pas le choix, c'était soit ça ou pas me faire payer. Puis, je vais rentrer. Oh, oui, non, c'est. Choix facile. Non, c'était tight, le budget était tight. So, je voulais rentrer, je voulais prouver qu'on pouvait être payé. Puis là, finalement, on a nettoyé les salles d'équipement, on a peinturé les murs, on a tout ce que on faisait, là, c'était OK, aujourd'hui, on fait ça. Anyways. Mais toute l'équipe d'entraîneurs peinturé les murs, là. Non, c'était juste moi. Les autres entraîneurs, c'était... Okay. Le gars de vidéo, c'est vraiment bas dans l'échelle. Tous les autres entraîneurs, ils faisaient plus d'argent. Eux autres sont à la maison. Perry Pern, Don Jackson, eux autres sont tous à la maison. Puis... Eux autres, ils faisaient Renault. Ils faisaient les plans. Puis là, moi, j'étais là. Anyways. So, j'ai passé toute l'année là. Puis là, vers la fin de l'année, durant l'été, Jacques a eu la job avec les Panthères de la Floride. Puis, il m'appelle et dit, je veux que tu viennes avec moi. Je dis, ben oui, mais Jacques, tu sais, je suis correct avec la vidéo, mais c'est pas ça que je veux faire. Tu sais que je veux entraîner le gardien. Puis, en retournant avec les Sénateurs, Patrick Lalime, c'est un gars exceptionnel pour moi, que, on parlait de gardien à chaque jour. Puis, faisant la vidéo, ça m'a donné une chance d'apprendre tous les gardiens dans la ligue, de prendre tous les joueurs. Puis vraiment, j'étais vraiment axé sur les gardiens. Là, je regardais tous les gardiens. Mais Pat Lalime était exceptionnel. Puis on est des bons chums quand il était là. Puis on parlait de la position. Puis dans ce temps-là, quand Pat il voulait une journée off, j'allais d'un but pour lui. Puis c'était vraiment une bonne relation. Mais là, quand l'année a fini, Jacques a dit je veux t'avoir en Floride. Puis honnêtement, Mike Keenan, qui était gérant au temps, il m'envoie le contrat. Puis à ce temps-là, on n'avait pas d'enfant, juste moi et ma femme. Je peux pas y aller pour ça. L'argent, c'était vraiment rien. À ce moment-là, j'avais fait le test pour être un courtier aux douanes. OK. Ma femme, elle vient du sud de l'Ontario. J'avais fait ça. Je disais, peut-être qu'on retourne au sud de l'Ontario. Puis j'étais pour signer pour aller être douanier. Parce que je te dis, ça va pas nulle part, là. Je m'en vais pas en Floride pour l'argent qu'il m'offrait. Okay. Puis là, tout d'un coup, j'ai reçu un appel de Jacques qui dit Mike Keenan, il a décidé de donner plus d'argent. Je veux vraiment t'avoir aussi. Je dis OK. Je regarde ma femme, puis ma femme a dit écoute, on y va. C'est une expérience. Écoute, on peut dire qu'on a habité en Floride, puis on a pas d'enfant. Exactement. C'est exactement. C'est là que t'as dit. Puis là, moi, je m'en vais en Floride, c'est là qu'il y a le moteur. C'est là, mais je disais à Jacques, je veux vraiment être coach de gardien. Puis il dit, non, donne-moi une année. Puis à ce moment-là, à ce temps-là, c'était Phil Meir qui était entraîneur à temps partiel. Dans ce temps-là, c'était les entraîneurs de gardiens, c'était à temps partiel. Ah oui, hein? Il venait, Puis il venait un peu de temps en temps. Mais cette année-là, c'était Luongo puis McCronin qui étaient gardiens. Puis écoute, tout a bien été. J'ai passé l'année. Puis là, à la fin de l'année, c'est là que Luongo a été échangé à Vancouver pour Alex Hall. Puis on a été chercher Ed Belfour au ce temps-là. Puis durant l'été, quand je m'ai fait nommer coach des gardiens, Luongo, je m'assis à côté de lui pendant les séances d'entraînement l'été. Puis il m'a dit, écoute, je dis Louis, je suis capable de faire la job, mais j'ai pas joué dans la Ligue nationale. Ça va être qu'est-ce qui va me garder en arrière un peu. Il dit non, inquiète-toi pas de ça. Il dit, tu peux parler à la game, tu as joué la game, tu es capable de jouer la game. Tu as joué, tu es capable de parler, tu es capable de décortiquer une game puis parler aux gardiens de qu'est-ce qu'ils font bien ou mal. Tu vas être correct. Puis là, ça m'a donné... Un petit boost, là. Un petit boost. Ouais. Je savais que j'étais capable de faire la job, mais vraiment, d'être un des 30... Ça t'a enlevé l'inquiétude que tu avais. Exactement. Ouais, puis c'est pas un message de n'importe qui non plus. C'est Luongo qui dit ça, là. À ce temps-là, j'avais 28 ans, je pense, okay. Quelque chose de même. Non, j'avais 25. Mais être entraîneur de gardien, un des 30 dans la Ligue nationale, puis là, t'es petit Joe connaissant qui arrive, puis tu dis, hey, j'ai pas joué dans la Ligue nationale, mais c'est moi qui ai ton coach de gardien. Puis il dit, tu sais, Lou, il a dit ça, puis là, Ed Belfour, cette année-là, Première pratique, exactement. Et là là. Ce que j'ai eu mes années Lou, il est parti avant que je devienne, mais Phil Meir est embarqué sur la glace avec Ed Belfour. Puis il dit quelque chose à Eddie. Puis il dit, chier mon esti. il dit, moi je fais pas ça, va-t'en. Puis là,
il voulait rien savoir de Phil. Puis là, Jacques, il dit, OK, t'embarques avec Ali, puis t'embarques avec Alex Hall. Quand Phil n'est pas ici, tu vas coacher gardien. Ça devait te tenter? Oh oui. Moi, mais Eddie puis moi, Eddie, honnêtement, c'était un des gars qui rentrait, il était toujours premier rentré, dernier parti. C'est un fanique, son équipement, ses patins, il aiguisait ses propres patins. Il faisait ce qu'il était capable de faire, mais là, tout d'un coup, moi, je commence à aller sur la glace avec lui. Puis là, Phil arrive en ville. Puis là, je dis à Jacques, qu'est-ce que je fais? Non, tu restes sur la glace. Toi, tu travailles avec Eddie, Phil va être sur la glace. OK, ça t'es certain là-dessus? Puis là, moi et Eddie, on avait eu une vraiment bonne relation, puis on travaillait ensemble. Écoute, Eddie, j'enseignais pas grand-chose. Il avait 41 ans à ce moment-là. C'était juste pour faire des drills avec lui. Mais là, honnêtement, la relation était excellente. Puis là, son fils, Dane, il jouait à Carmen au Manitoba, une équipe tiers 2 junior. Là, Eddie, il me dit, hey, demain, Dane, il rentre pour la semaine. Tu travailles avec lui pour toute la semaine. Après la pratique. Je dis, OK. Mais Eddie, c'est un bon gars. Écoute, Eddie, c'est Eddie, mais il m'a permis de commencer avec lui. Puis là, l'année d'après, c'est là. Cette année-là, Alex Hall s'est blessé, puis Craig Hanson est rentré pour les 6 dernières games. Puis là, l'année d'après, on était chercher Thomas Vokoun de Nashville. Puis là, Vokoun et Anderson, exceptionnel. Andy, c'est là qu'on a commencé la relation qu'on a eue jusqu'à aujourd'hui. Puis, écoute, il a joué 6 games la première année qu'il est entré comme backup. Puis après ça, il a joué une douzaine de games, mais il y avait un pourcentage d'efficacité de 9,34, quelque chose de même. C'était fou. Puis là, durant cet été-là, Andy, il y a eu un appel Jack Birch, qui était l'assistant gérant, il m'appelle, il dit, qu'est-ce que ton gardien fait? Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis en train de souper au restaurant avec des amis. Il s'en va en Russie. Je dis, non, qu'est-ce que tu parles? Puis là, j'appelle Andy, il dit, je peux avoir une couple de millions en Russie. Et je dis, mais oui, mais Andy, mets une croix sur ta carrière de la Ligue nationale, là. T'es fini. Ça, là, il dit, j'ai écoute, Andy, donne-moi une autre année. Puis, on avait vraiment, tout de suite, on avait une relation excellente. Moi, puis Andy, je dis, donne-moi une autre année. Donne-moi une année, puis là, tu vas être numéro 1 d'une équipe l'année prochaine. Continue à faire ce que tu es capable de faire, tu vas être numéro 1. Il dit, t'es certain? Je dis, tu peux être jamais certain, mais je dis, écoute, on va travailler là-dessus. Fais-moi confiance. Ouais. Puis là, cette année-là, c'est là que Pete DeBoer est rentré, puis Vokoun et Andy sont incroyables. On avait le meilleur pourcentage d'arrêt. On était top 5, je pense top 3 dans la ligue d'un pourcentage pour les gardiens. Andy, c'est là qu'il était en Colorado. Puis là, c'est là que je l'ai fait congédier en Floride. Parce que Pete DeBoer, Jacques est parti pour Montréal. Pete DeBoer a dit, parce que moi, j'étais un allié de Jacques, il voulait plus m'avoir là. Là, je m'ai fait congédier avec, je pense que c'était top 3 dans la ligue dans une catégorie de gardiens. Wow. Puis là, une couple de fois. Andy, on peut-tu revenir sur le fait que Craig Anderson s'en allait en Russie, là? Puis que c'est grâce à toi qu'il n'est pas allé. J'ai entendu parler de ça. Ouais, je pense de Colorado à son dernier contrat à Buffalo, je pense qu'il a fait 40 millions dans ces années-là. Finalement, il tente une, là. Non, écoute, on est des bons chums encore, on se parle souvent, puis j'ai été voir sa dernière game à Buffalo contre Ottawa, puis j'étais l'été passé un party quand il s'est retiré, il y avait un party en Floride, j'étais là, tu veux jamais dire qu'il doit beaucoup, mais il appréciait ce qu'on a fait ensemble, puis c'est le fun qu'on a eu une chance de retravailler ensemble à Ottawa quand je suis revenu ici, mais c'était une relation qui était exceptionnelle comme entraîneur. T'as dit quelque chose, j'aimerais ça qu'on prenne quelques minutes pour en parler, si ça te dérange pas. Quand t'as dit j'étais un allié de Jacques, fait qu'eux me voulaient pas là. Ça, j'ai l'impression que c'est la situation de beaucoup d'entraîneurs adjoints dans la Ligue nationale de hockey. Tu sais, dès que l'entraîneur-chef part, toute sa gang va partir avec, puis ça va mettre du nouveau monde dans la place. Comment ça doit pas être évident de savoir que n'importe quand, t'es à la merci, là. Tu dépends du head coach. Non, honnêtement, c'est tough parce que ça m'est arrivé en Floride. Jacques, la dernière année, Jacques était gérant général d'équipe. Puis là, Jacques, c'est pas un gérant, c'est un coach. Puis là, il a eu la chance d'aller à Montréal. Puis aussitôt qu'il était à Montréal, je pense
pense que 3 jours après, j'ai été congédié. Puis ça m'est arrivé à Montréal, la même chose. Michel Therrien est rentré. Il me restait 1 an sur mon contrat. Puis Therrien puis Bergevin est rentré. Il me restait 1 an. J'ai été congédié à la fin de l'année. À Ottawa, Guy Boucher s'est fait congédier. J'ai eu un peu plus de temps, mais avec DJ, c'est tough parce que t'es habitué de la façon que les autres travaillent. Puis là, il faut que tu t'ajustes complètement aux prochaines personnes. Puis là, t'essayes, mais au moment donné, c'est pas facile. C'est une manière de coacher. Puis quand on va arriver à Ottawa, je peux te donner des situations comme ça, mais c'est juste, à ma fin de carrière avec Ottawa, ça faisait 20 ans que je suis dans la ligue, 15 comme coach gardien professionnel. Alors, j'étais vraiment confortable avec ce que je faisais, mais c'est juste, j'étais pas à l'allure de DJ à Ottawa. Alors, c'est pour ça que c'est la job. Tu viens habitué à, quand je m'ai fait congédier à Montréal, c'était à Floride, c'était difficile parce que j'ai des jumeaux qui avaient 4 mois à ce temps-là. So là, c'était, faut que je trouve une job. Oui. Parce que là, les enfants, ils ont 4 mois. Puis là, nous autres, on est on est en Floride, on n'a pas de famille là, qu'est-ce qu'on fait? So là, c'est vraiment difficile quand un nouveau entraîneur rentre. Il y en a qui le font. Rob Tallis, depuis que j'ai quitté la Floride, je pense que ça fait 15 ans qu'il est là. Il y a bien des entraîneurs comme ça qui ça arrive. C'est une situation très difficile. Pourtant, tu sais ça, on penserait que, tu sais, la plupart des entraîneurs, quand les journalistes ou qui que ce soit posent des questions par rapport au gardien de but, et on dira, moi, je veux juste qu'il arrête la puck, le reste, je laisse ça au coach de gardien de but. On pense pas qu'il y a une si grosse connexion entre le coach de gardien de but puis le head coach. Tu sais, on pense qu'ils les laissent travailler, faire leurs affaires, mais j'imagine qu'ils veulent quand même avoir leur mot à dire. Écoute, Jacques qui était comme ça, Jacques me laissait faire mon travail. Ouais. Écoute, quand la décision de qui commençait début, on s'en parlait. Évidemment, la décision finale, c'était à l'entraîneur-chef qui devrait être toujours la décision finale. Écoute, c'est lui qui prend le choc. Mais Jacques, on avait toujours des bonnes discussions qui devrait jouer. Guy Boucher, c'était la même chose. Il me laissait faire mon travail. Plus que ça va, plus que les années, les nouvelles, les générations avec les statistiques, les analytics, toutes les affaires. Là, ça, oublie ça. Là, tout est basé sur les stats. Tout est basé sur ça. Oui. Puis, écoute, tu perds un match 3-2, mais le gardien, la statistique, c'était 2.75 buts qu'il devrait allouer. Il y a eu un mauvais match. Tu sais, mais tu regardes pas les situations de jeu, tu regardes pas les buts qui sont comptés. Puis, honnêtement, à Ottawa, mes dernières années, c'était un sentiment que chaque but, c'était un mauvais but. Puis je trouve que c'est la nouvelle génération d'entraîneurs-chefs, c'est ça qui arrive. À cause qu'il y a trop de stats, il y a trop d'affaires, puis il perd le feel pour la partie un peu, il perd le feel, puis il juge ça par les chiffres. Puis à un moment donné, tu sais, il y a des erreurs qui arrivent sur la glace et tout le monde fait des erreurs, des gardiens qui n'auront pas des matchs exceptionnels à chaque fois. Mais à un moment donné, il faut que tu réalises que, tu sais, écoute, 2.75 versus 3, c'est pas une grosse affaire. OK, il y a eu un match average. C'était un match average, mais écoute, c'était jamais assez bon. Dans les derniers jours à Ottawa, c'était jamais assez bon. Chaque but, c'était un mauvais but. Mais je trouve que les entraîneurs comme Jacques, puis je suis certain qu'il est comme ça à Ottawa en ce moment, il te laisse faire la job. Puis honnêtement, c'est Guy, puis Jacques, même Guy, c'était, écoute, on a besoin d'un arrêt, là. Puis, tu sais, faut qu'il joue mieux. Absolument. Ça, c'est absolument. Mais plus que ça a venu, plus que la nouvelle génération d'entraîneurs, je trouve que c'est basé plus sur les stats que d'autres choses. Ouais. Puis tu perds le côté feeling, le côté où est-ce que toi, t'es côtoies jour après jour. Même toi, tu pourrais dire, hey, à soir, oui, les stats disent qu'il a battu cette équipe-là 3 fois, mais je le sens pas. Il est pas là, il est troublé. Ouais, mais c'est pas grave. On regarde les stats, puis c'est lui qui... Puis la pire affaire, c'est que là, il compare. Puis écoute, les analytics, c'est des bonnes affaires. Je dis pas que c'est des bonnes affaires, mais c'est là, il compare. Écoute, dans le temps que j'étais à Ottawa avec DJ, tu sais, Jack Campbell, regarde ses chiffres à Jack Campbell, comment il joue. Ouais. À un moment donné, j'ai dit, mais oui, mais tu vois-tu que jouer en arrière des Leafs de Toronto, c'est différent que jouer en arrière des Sénateurs d'Ottawa où qu'on est en ce moment? Ouais. Avec Jack Campbell, lui, il rentrait dans le game. OK, je suis certain que Matthews va me compter un but à soir, ou Marner, ou Nylander, ou que ce soit. Je pars avec une avance. Exactement. Celui-là, à Ottawa, c'est les gardiens, c'était, oh shit, faut que je fasse tous les arrêts. Il
un mauvais play, il n'y a pas de marge d'erreur. J'ai l'impression que ça a été longtemps l'histoire de Craig Anderson à Ottawa. Ça. Il y avait des 50 tirs par match, puis il jouait ses coulisses à la tête. Une histoire. So, dans une série, non, c'était-tu dans une série où, durant la saison, Craig, il y avait un peu de misère. Puis Guy, tu sais, systématique. C'était tout le système. Puis là, tout d'un coup, Andy, tu sais, les gars, je pense que c'est Bobby qui est rentré ou il a demandé à Bobby, puis Guy demande à Bobby, qu'est-ce qui arrive avec Craig? Andy, Bobby dit à Guy, il n'a pas assez de lancer. C'est ça. Puis Guy, qu'est-ce que tu veux dire, il n'a pas assez de lancer? Il dit, non, il était habitué à 30 plus lancés par game. Ouais. Il dit, c'est vrai qu'il était meilleur avec plus de lancers qu'il n'a pas assez. Guy était là, non, on peut pas faire ça. Bobby dit. Moi, j'essaye d'empêcher les lancers. Mon système est fait pour empêcher les lancers. Il avait bien de la misère à comprendre ça, parce que pour lui, c'était, non, on ne pouvait pas faire ça. Mais vu que, puis dans une série, c'était ça, on a donné plus de lancers. Craig était fantastique. Puis, tu sais, mais pour Guy, il n'était pas capable de comprendre ça. Mais non. Craig, non, c'est exactement. Craig, il adorait bien les lancers, puis lui, il était plus lousse quand il avait bien lancé. Quand il n'y avait pas de lancer, c'était plus tough pour lui. C'est drôle parce que j'ai un peu coaché mon garçon au hockey, puis lui, il, comme ça aussi, fallait qu'il y ait beaucoup de lancers. Puis dans sa carrière, il a été chanceux. Il a tout été dans des équipes très moyennes. Puis il recevait des tirs, puis il se faisait poivrer. Puis là, j'étais sur le banc avec l'entraîneur-chef, puis il y a une game qui commence, puis on est 7-8 minutes sans donner un tir. Là, je regarde le coach. Lui, il pense que tout va bien. Je le regarde, j'ai dit, ça va pas bien. Tu comment ça? J'ai dit, Phil, il n'y a pas de tir. Il dit, ouais, puis, votre prochain tir va rentrer. Il dit, voyons, il dit. Ouais. il dit, je suis content de t'avoir à côté de moi parce qu'il dit, j'aurais jamais passé ça. Il dit, j'aurais jamais vu sonner. Ah non, j'ai dit, il faut qu'il y ait des tirs, puis tout de suite, là. Puis si le premier tir, après 9 minutes, c'est un but, il est fait pour la game. C'est tellement mental, cet aspect-là. Puis tu sais, les goalers, c'est quoi? Rendu à ce niveau-là dans la Ligue nationale, ils sont tous capables de faire toutes les drills, toutes les positions, ils sont capables d'être square, mais comment ils sont dans leur tête, avoir beaucoup de lancers, ça fait qu'ils sont en confiance, ça fait qu'ils sont dedans, ça fait qu'ils vont être encore là, rendus en fin de troisième, rendus en prolongation. Puis c'est tout cet aspect-là que tu perds. Puis je trouve que puis je sais pas si c'est un sujet qu'on va embarquer, mais avec la rotation des gardiens aujourd'hui qui font presque du 50-50, je trouve que ça met beaucoup ça néglige un peu l'aspect psychologique, puis ça fait que les goalers, ils ont le temps. Faut pas que tu aies le temps de penser comme goaler. Puis là, ils ont beaucoup de temps de penser, ils ont beaucoup de temps de se dire, OK, là, je goal pas demain, mais je vais goaler telle autre journée. Fait que ils ont ça dans le tête sans être capable de bouger, sans être capable de sentir la puck. Fait que je trouve que c'est une situation un peu aujourd'hui où on oublie cet aspect-là des gardiens de but qui sont des bêtes un peu spéciales. Je pense que tu as amplement raison, parce que même à Ottawa, tu regardes Korpisalo, regarde comment il joue mieux de ce temps-ci. Puis quand c'était l'attitude de gagne, tu restes dans le filet, ou perds, tu es sorti, ça fonctionne pas. C'est de la pression. Ça fonctionne pas, ça, parce que là, tu vas avoir une compétition avec les deux gardiens. Puis tu veux, c'est une bonne compétition, mais tu peux pas me dire que dans les 32 équipes qui est dans la Ligue nationale, que dans chaque équipe, les deux gardiens, c'est pas des meilleurs chums. Ils sont tous des bons chums. C'est tous des gars qui s'accordent ensemble. Puis pour moi, c'est important de nommer un gardien numéro 1, puis dire c'est ton net, c'est ton filet, vas-y, go. Fais des erreurs, puis boum. Puis le deuxième gardien, OK, parce que le deuxième gardien, faut qu'il sache que c'est lui le deuxième gardien. Mais à un moment donné, tu sais, si ça switch, ça c'est correct, mais d'aller une game ici puis là, pour moi, c'est tough. Puis je sais que dans les nouvelles Ligue nationale de ce temps-ci, il n'y a pas de gardiens qui vont jouer plus que 55 matchs. Puis c'est comme, tu sais, d'entendre... C'est déjà beaucoup. Oui. Puis, tu sais, tu regardes ça dans le passé, tu sais, c'était 75 matchs, 76 matchs. Tu sais, Brodeur, puis ces gars-là, Patrick, puis c'était tous des gars de 75, 76 matchs. Mais là, c'est rendu que, tu sais, je comprends le repos et tout ça, mais pour moi, tu peux encore jouer 60, 65 matchs. Tu peux pas me dire que les gardiens ne sont pas capables de faire ça. Puis qu'est-ce qui a fait que ça a changé du jour au lendemain, que ça a passé du 70 en montant, puis là 55, puis on peut pas dépasser le 55? C'est-tu parce que la game a changé, c'est plus physique? La game est vraiment plus vite. Tu sais, puis les joueurs sont tellement plus vite, les lancers sont meilleurs. Tu sais, les joueurs,
tu regardes les enfants de 10 ans, ils ont tous des coachs qui travaillent avec les maniements de rondelles, qui travaillent avec les lancers. Alors, les joueurs sont meilleurs, mais je pense que la game est tellement plus vite. La game est plus dure mentalement à cause de toutes les stats qui sont disponibles à les coachs. Puis les gardiens savent tous qu'on est évalué pas seulement sur le field, la game, mais sur les stats, sur les analytics. So, c'est tough parce que tu le sais que ils me jugent sur un 0.05. Quelque chose que j'ai pas de contrôle. Exactement. Puis, tu sais, souvent sur les analytics, il y a un shot il y a un lancer du défenseur qui arrive, ton défenseur passe en avant de toi, il fait il voit un screen. Puis d'un coup, ça, c'est une chance qui est C à cause que c'est un lancer de la pointe. Mais vraiment, être le défenseur qui passe en ça compte pas pour rien. Puis pour moi, je disais ça, écoute, prends un shot de 90 000 à l'heure qui vient vers toi, puis tout d'un coup, fais ça. Tu peux pas me dire que tu vas faire l'arrêt. C'est impossible. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé, que mentalement, c'est rendu beaucoup plus difficile. Puis évidemment, avec les entraîneurs physiques, puis tout le monde porte des pour leur cœur, tout le monde porte les montres pour savoir le montant cardiaque. Toutes les pendant les games? Non, pas pendant les games, mais pendant les pratiques. OK. Mais qui est correct. Je dis pas que c'est pas correct, mais c'est juste, je pense qu'il y a tellement d'informations qui sont sorties aux entraîneurs-chefs que ça, c'est appliqué vers les joueurs. Puis je pense que la game est vraiment plus difficile mentalement pour les gardiens. Puis aussi, je sais que pendant quelques années, on blâmait un peu d'avoir utilisé les gardiens autant pendant la saison. Puis on disait, quand arrivaient les playoffs, rendus en deuxième ronde, ils étaient brûlés. Tu sais, je me rappelle qu'on disait ça de certains gardiens. Puis on s'est mis à voir certaines équipes avoir du succès avec un duo de gardiens. Puis la Ligue nationale, c'est comme ça. Hein? On voit une équipe qui est bâtie grosse, qui est bâtie physique, qui est bâtie... Hey, là, tout le monde va avoir puis qui a du succès, tout le monde va avoir une équipe de même. Là, on voit une équipe qui est rapide, qui a des jeunes, là, tout le monde va avoir une... Fait que j'imagine que c'est une combinaison d'un peu tout ça qui a fait que... Puis, tu sais, quand on parle du repos, maintenant, le repos, il est inclus dans la cédule. Tu sais, c'est tellement réglementé. Tu peux pas avoir plus de pratique, puis tu peux pas avoir plus de game. Puis si tu as une game, tu n'as pas le droit d'avoir de pratique avant tant de temps. Puis, je trouve qu'ils sont déjà quand même bien gérés, en tout cas. Puis si on parlait des fameux back-to-back, aujourd'hui, on n'en voit plus, les gardiens. S'il y a deux games, s'il y a un gardien qui a une game, c'est l'autre gardien qui a une game. Non, tu as amplement raison. Puis je pense que c'est correct d'avoir toute l'information, mais aussi, écoute, si tu demandes au gardien, il va vouloir jouer. Puis, tout le temps. Exactement. Oui. Puis écoute, tu as amplement raison. C'est réglementé qu'il y a une journée off par semaine dans les Ligues nationales. C'est réglementé qu'à l'entour du break du match des étoiles, ils ont 5, 6, 7, 8, 9 jours off. Ils ont 3 jours à Noël. Puis écoute, quand tu arrives dans une série, c'est à chaque 2 jours, il y a rarement des back-to-back. So, tu sais, pour moi, le repos est là. De dire qu'un gardien peut jouer 70 matchs, non. Je pense que ça, c'est vraiment trop. Mais de jouer de 60 à 65, c'est faisable. C'est amplement faisable. Ouais. Mais je riais parce que quand tu dis quelqu'un fait ça, là, ça va faire ça. Oui. Stéphane Waite, il s'est fait congédier à Montréal. J'ai dit à ma femme, d'ici 2 semaines, je suis congédié parce que DJ, c'est un gars de même. C'est un gars, il voulait copier tout le monde. Ah ouais. So, je disais à ma femme... Je dis, j'arrive à la maison, je dis, Steph Waite s'est fait congédier à Montréal. Elle dit, ouais, mais, OK. Je dis, dans les prochaines 2 semaines, je vais être congédié. Elle dit, qu'est-ce que tu parles? Tu sais, écoute, l'équipe, elle s'en va prendre une part. Tu sais, c'est l'année, on a commencé au mois de janvier. L'équipe s'en va prendre une part. Pourquoi qu'ils congédient? Non, écoute, DJ, je te garantis. Après 2 semaines, j'ai pas été congédié. C'était un mois plus tard, j'ai été congédié parce que la première chose que DJ a dit quand que Steph s'est fait congédier, il dit, c'était right call, the goalies were playing like crap. Price was playing like crap. Puis là, j'étais là, oh boy. OK. Wow. C'est pas là que j'ai dit, ça s'en vient. Mais là, un mois plus tard, quand tu dis les affaires de même que les coachs copient les autres coachs, exactement là-dessus. Puis les DG, puis tout le monde. Oh oui. C'est un bel exemple. Ouais. Ah là là. Eh ben. Ouais, DJ, là. DJ. DJ, là. On l'a aimé 4 ans. C'est un... Écoute, c'est un bon gars, mais c'était difficile de travailler avec lui parce que il venait de Toronto, puis tout était comparé à Toronto. Puis, à un moment donné,
tout ce que je faisais à glace, tout ce que je faisais à la vidéo, c'était tout regardé. C'était tout. Tu sais, j'avais son chum, il me regardait tout ce que je faisais. Puis, sur la glace, quand je faisais une drill, DJ s'alignait à la ligne bleue, puis il mettait son bâton sur le genou, puis il regardait la drill. Ah ouais. Là, il dit, il faut qu'il fasse ça, faut qu'il fasse ça, faut qu'il fasse ça. Il dit, faut qu'il soit plus agressif ici, faut qu'il soit plus agressif ici. Là, à un moment donné, tu sais, une couple de journées, tu coaches pas comme tu devrais, puis... Ça te joue dans la tête aussi, là. Oh, ben, à un moment donné, je voulais me retourner de bord. Je disais, écoute, j'ai coaché un des meilleurs gardiens au monde. Il est numéro 31 à Montréal. Tu peux du relaxer. Je pense que je suis capable de faire la job. Mais tu sais, de dire ça à ton entraîneur-chef, tu peux pas vraiment faire ça. Non. Tu dis, tu prends une coupe de respirer et tu dis, OK. Mais non, pendant le dernier mois et demi à Ottawa, tu sais, c'était tout ce que je faisais était très critiqué. Puis là, je savais que ça s'en venait, mais c'est ça qui est ça. Mais comme je te dis, c'est la job. Bon, là, tu viens d'ouvrir une porte, puis je vais la prendre. Vas-y. Puis sens-toi bien à l'aise de me dire, non, je m'embarque pas là-dedans. T'as coaché le 31, Carey Price, qui est pour moi du coup, ça a été tout qu'un goaler, puis il restera toujours un méchant bon gardien de but. Je voulais savoir, toute la pression de le monde de Montréal qui mettait à ce gars-là, toi, en tant que coach des gardiens de but, comment tu réussissais à gérer pas cette pression-là, mais c'est les médias, les fans des estrades, tout le monde était concentré sur Carey Price. Toi, en tant que coach des gardiens de but, quand tu faisais tes speeches à Carey, tu disais comment je vais l'apprêter pour que il reste focus, qu'il pense pas au monde extérieur. Parce que vous êtes semi-psychologue. Non, t'es psychologue, puis écoute, la meilleure job que je peux comparer à un entraîneur de gardien, c'est un caddie au golf. Tu sais, c'est le gars qui dit frappe ton fer 6, tu l'as. Ouais, mais le vent rentre un peu. Non, tu l'as. Vas-y, tu l'as, puis là, d'un coup. Tu sais, des fois, ça fonctionne pas, puis là, la balle va dans l'eau, mais whatever. Tu sais, mais c'est la comparaison que je peux faire. Mais pour Carey, faut que tu donnes crédit au gars. Tu sais, lui, à Montréal, il pouvait même pas aller faire les épiceries. Tout le monde le rencontrait dans... tu sais, il voulait un autographe, voulait une photo, voulait quelque chose soit. Pour moi, avec lui, on parlait jamais de ça. On parlait jamais de la pression des partisans, des journalistes. Il savait que ça fait partie des gardiens des Canadiens de Montréal. Tu représentes des partisans qui sont 100% passionnés. Puis il adorait ça. Il adorait être le star ou que tu sais. Mais Pricer, c'était un gars qui était vraiment, il était pas, comment je peux dire ça? Il y avait une façon de se détacher de ça naturellement, par sa nature un peu chasseur, pêcheur. Oui, exact. C'est une nature down to earth. Il était vraiment à lui-même. Mais quand la game commençait, quand la pratique commençait, j'ai jamais vu un gars tellement compétiteur en pratique, tellement vouloir arrêter de les rondelles. Mais crédit à lui, la façon qu'il a géré les partisans, il savait. Oh, il était dur, mais lui, c'était comme, écoute, quand on faisait la vidéo, on regardait, puis, c'était un mauvais but, c'était un bon but. Tu sais, on vraiment regardait, on décortiquait sa game, puis vraiment, pour lui, quand on embarquait sa glace pour la pratique, pour une session de gardien, moi, je voulais que je sois prêt. Parce que si on faisait une drill juste pour faire une drill, il me disait, what the F are we doing? Tu sais, c'était pas, c'était le même. Tu sais, c'était pas, écoute, on fait ça pour ça. Sois prêt parce que chaque jour, challengeait comme coach. Quand je préparais mes drills pour la pratique, c'était toujours, pourquoi qu'on fait ça, pour quelle raison, c'était toujours, OK, on fait ça pour ça. Puis la drill, il ne voulait pas qu'elle soit, 10 répétitions, c'était 5-6. Puis là, OK, on change. Parce que lui, si c'était 10 répétitions, là, il perdait intérêt. C'était, OK, on l'a fait, là, let's go, on s'en va à d'autres choses. Wow. Mais j'ai beaucoup de respect pour lui parce que la façon qu'il a géré les partisans, la façon qu'il a géré la pression, c'était exceptionnel. Puis ça m'a vraiment aperçu quand l'été, j'allais à Kelowna avec lui pour travailler durant l'été. On était sur la glace le matin avec, je pense, Shea Weber puis Josh Georges étaient là avec nous autres pour lancer les rondelles. On allait luncher ou souper à des restaurants. Personne parlait aux gars, à Pricer, à Josh. Personne n'y parlait parce que à Kelowna, je pense qu'il y a 3 arénas. Puis il y a tellement de joueurs qui sont là, qui sont tellement habitués de voir ces personnes-là. Puis il y a 3 différentes arénas, 3 poches différentes que, OK,
ici, c'est ce groupe-là, ici, c'est ce groupe-là, ici, c'est ce groupe-là. Mais les personnes de Kelowna sont tellement habituées à l'été de voir tous les gars ensemble, tous les gars au restaurant, qui se fait jamais parler. Il laissait tranquille. Puis, c'était exceptionnel, parce que là, on est laissé à la glace. On travaillait 2-3 heures par jour, on est laissé à la glace, faisait ses affaires, puis là, il allait pêcher, ou il allait avec ses chevaux. Il allait, tu sais, je me rappelle une année, mais genre, on a emporté toute la famille. Tu sais, on était le voir avec ses chevaux, puis là, il avec un lasso, il a pris Eli, puis il l'a porté, il l'a accroché, puis là, il savait pas ce que c'est dire, mais de voir comment il se décrochait de Montréal l'été, c'est ça qu'il avait besoin. Ouais. Parce que il savait de septembre à peu importe quand on finissait. C'était all in. Ouais. Mais l'été, il était all out. Tu sais, il était à Kelowna, puis c'est là qu'il commençait à vraiment relaxer puis se préparer pour l'année prochaine. Mais je donne beaucoup de crédit à lui parce que honnêtement, dans 4 ans, j'étais là avec lui, je pense qu'on a parlé 2-3 fois des partisans puis des journalistes. On n'en parlait pas. Non, c'était... OK. Puis, parce que t'en parles, tu mets plus de pression, puis c'était, tu sais... Ouais, moi aussi, c'est vrai. On a rarement parlé. Je pense que la seule fois qu'on a parlé, c'est quand la première game après qu'on a échangé à Lac, il a donné 6 buts en moitié de match. C'est la première fois qu'on a parlé des partisans. Puis après ça, on a rarement parlé de ça. Ouais, les gens se rappellent pas, là, mais les plus jeunes ont toujours vu Price comme, tu sais, le super-héros qu'il est, mais dans le temps que Yaroslav Halak avait sorti Pittsburgh puis Washington back-to-back, les gens se promenaient avec des il y avait un débat, des arrêts-stop écrits Halak dessus. Il y avait 2 clans. Puis le gros débat, c'était Price ou Halak. Oh my God. À ce temps-là, Pierre Gauthier, c'est lui que c'était au mois de mars. Il a pris la relève de Bob. Puis à chaque semaine, il me demandait Price ou Halak. Price ou Halak. Price ou Halak. Fait que toi, tu l'avais le débat à chaque jour, puis t'avais un mot à dire semaine. Dessus. Là. Puis honnêtement, je dis pas ça pour juste dire ça. La réponse à chaque fois, c'était Price. Puis à un moment donné, il m'arrête, il dit, écoute, tu fais 10 fois que tu dis Price. Puis Price, il joue pas en ce moment, c'est Yarrow qui a le filet. De quoi tu parles? Exactement. Qu'est-ce que tu trouves à Price? La seule chose que je pouvais dire qui faisait du sens, je dis, Yarrow, ça va être un bon gardien pour longtemps. Mais Price, ça va être un excellent gardien pour encore plus longtemps. Il dit, OK. J'ai rien enlevé à Yarrow. Il a eu une excellente carrière, puis je pense que même cette année, il y a eu un essai là, à Caroline. Il a eu une excellente carrière, mais quand ça c'est arrivé, quand Jacques a fait la décision d'aller avec Yarrow pour les séries, ça a pris une couple de jours de Price qui prennent ça en main, mais ça a été la meilleure chose qui arrivait à Price. Parce que avant ça, il n'a jamais été challengé pour être le numéro 1. C'était toujours lui. So, à ce moment-là, c'est là qu'avec Pierre Allard dans le gym, qui s'est pris en main, puis il a perdu du poids, puis il est vraiment concentré. Puis c'est là que sa glace, il était un teammate exceptionnel sur le banc pendant la série. Puis il était incroyable sur le banc. Tu sais, cheer Yarrow, cheer les joueurs, cheer tout le monde. Il a jamais lâché. Puis là, je pense que c'est là qu'il a réalisé que tu sais, il s'est fait enlever un petit peu d'ego, puis c'est là que ça a commencé. Puis je me rappelle à la fin de l'année, quand on a fait l'échange de Yarrow à Saint-Louis, j'appelle Pricer, je dis, tu sais, OK, c'est toi le gars. Il dit, t'as entendu le respire à travers du téléphone. C'est vrai. Puis c'était, thank you. Tu sais, il voulait être gardien à Montréal, il voulait être le gars. Mais c'est ça, la meilleure chose qui arrive après, c'est d'être challengé pour la position, puis vraiment de travailler pour être le gardien. Toi qui le connais bien, on dirait que dans les dernières années, il y a eu une grosse ambiguïté autour de Carey Price. On dirait qu'il n'y a pas vraiment de retraite qui a été annoncée. Il s'est en allé à Kelowna. Comment ça s'est terminé pour lui, tu penses? Ça devait être décevant quand même de finir sa carrière comme ça? Non, je pense que c'est certain pour un joueur, pour n'importe quel joueur qui finit sa carrière comme joueur blessé. C'est ça. C'est pas comme ça que tu veux terminer. Même, tu regardes Craig Anderson, l'année du COVID, c'est sa dernière année à Ottawa, puis c'était tout planifié que sa dernière game, tu sais, il y avait un gros send-off et tout ça, mais ça n'a jamais arrivé. Mais pour Price, tu sais, les 2 dernières années, un joueur blessé, tu veux jamais finir ta carrière comme ça. Puis évidemment, il n'a jamais gagné le prix ultime de gagner la Coupe Stanley. Je pense, écoute, j'ai aucune idée de ce qui est arrivé, blessure ou n'importe quoi qui est arrivé quand il a pris son temps. Mais c'est certain que pour lui, c'est dur
à digérer parce que de finir sa carrière comme joueur blessé, c'est jamais ça. Comme ça, tu veux finir. Après les Canadiens, j'ai lu quelque part que tu étais allé en Allemagne. Ouais. Comment ça s'est passé? Une autre aventure? Oh, ça, c'est une aventure, c'est certain. Écoute, la journée après que je m'ai fait congédier avec les Canadiens, Pierre Pagé m'appelle. Okay. Pierre Pagé? Pierre Pagé, oui. Pagé. Il dit, écoute, en tant qu'ancien partisan des Nordiques, exactement. j'ai une bonne appréciation pour Pierre Pagé. So, il m'appelle et dit, écoute, je suis à Munich en Allemagne, j'aimerais ça vraiment que tu viennes coacher avec nous autres. Puis, je dis, écoute, laisse-moi y penser, mais honnêtement, je veux vraiment, s'il y a une autre chance dans la Ligue nationale, je veux prendre ce change-là. Mais s'il n'y en a pas, je suis là. Puis, tu sais, pour moi, c'est une aventure, mais tu sais, les gars, mes enfants, je pense qu'il y avait 4 ans à ce moment-là. Alors, tu sais, c'était pas facile de dire oui, de partir. Ouais. Mais, ça là, tu sais, j'ai eu une couple d'interviews à ce temps-là. Je pense que c'était Chicago, Caroline, une couple d'autres équipes. J'ai eu une couple d'interviews. Il n'y a rien qui a donné, que ça a fonctionné. Puis là, finalement, j'appelle Pierre à milieu juillet. Je dis, ouais, je vais être là. Mais je dis, je peux pas aller à temps plein. So, j'allais là 20 jours par mois. Je revenais 10 jours pour, être là avec la famille. So, là, je repartais 20. Je retourne pour 10. Mais, le hockey allemand, c'est les joueurs, le gardien qui était là, c'était Jochen Reimer. Exceptionnelle personne. C'était un gars qui était fantastique. Peu une histoire. Pierre, c'était, à la fin de la pratique, il haïssait que les joueurs passaient du temps pour shooter des rondelles. Il pensait qu'ils gaspillaient de l'énergie. À la fin de la pratique, plutôt que la dernière drill était arrivée, il allait au bout, ramasser un filet, il poussait le filet en dehors de la glace. Il allait au bout, ramasser l'autre filet, il poussait l'autre filet. Il dit, off the ice, we're all done. Là, les joueurs disent, on veut shooter des pucks, on veut pratiquer pour des défenseurs. Il dit, non, you're wasting energy, blah, blah, blah. So là, moi, j'étais au camp d'entraînement, je suis oh, jeez, c'est qui ce gars-là? Puis là, anyways, deuxième partie, on a à Düsseldorf, on gagne 6-0. Je pense 2 buts en avantage numérique. Jochen Reimer au blanchissage, parfait en désavantage numérique. Moi puis l'autre entraîneur adjoint, on est dans le boss, on est tous contents, on est de bonne game. Pierre, il rentre, il dit, on n'a pas fait notre job à soir. Qu'est-ce que tu dis? On n'a pas fait notre job. Je dis, Pierre, qu'est-ce que tu dis? Il dit, en anglais, il dit, we didn't create chaos. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire, create chaos? Il dit, as coaches, that's our job to create chaos. De mettre les joueurs hors contrôle. Je dis, mais je comprends pas ce que tu veux dire, parce qu'on a gagné 6-0. C'était une game parfaite. C'était exceptionnel. Mais pour lui, c'était vraiment de garder les joueurs toujours en mode de pression. Exactement. Pas dans la facilité, dans le fond. De ne pas mettre les joueurs confortables. Okay. Puis là, ça, d'autres affaires, tu sais, au lieu d'avoir le boss à 10h20, le boss était à 10h17. Je dis, mais pourquoi tu mets pas une heure? Non. Mais Pierre Pagé, c'était de la génération des coachs un peu à la Michel Bergeron. Oui. Très émotion, très les feelings, les tripes, aussi, un peu le vieux hockey. Exactement. Super émotif sur le banc. On appelle ça peut-être la vieille garde, là, où c'était pas les X puis les 0. Non, puis là, on gagne une game, je pense qu'on gagne la game 7-6. Mais on menait, je pense, 4-1 dans le game. L'autre équipe est revenue 4-3. On va là, il était content. 7-3. Là, on va 6-5. Là, on gagne 7. Là, Jochen Reimer rentre dans la chambre, il pitch son blocker, il pitch son casse, il pitch... il a donné 6 buts. Il dit, vraiment, lui est choqué. Il dit, fuck, là, moi, je suis là. Il dit, on aurait dû gagner la game 4-1, mais peut-être 4-2. Ça disait que le score 4-2, 4-1, 5-1 même. Il dit, what the hell are we doing, Baba? Il dit, lui, il était fou braque. Puis là, je dis, Jochen, t'as raison. T'as amplement raison. On va parler à Pierre, on va travailler là-dessus. Je rentre dans le chat des coachs. Pierre dit, faut que tu contrôles ton gardien. Je dis, de qu'est-ce que tu parles? Mais là, il dit, il est en train de paniquer. Là, on a gagné 7-6, mais il est en train de paniquer. Je dis, ben, moi et Pierre, mais lui, dans sa tête, on aurait pu gagner 4-1, 4-2, 5-1. Tu sais, on n'aurait pas besoin de donner 6 buts. Ouais, mais Grand Fear a fait ça pour gagner des coupes en 19... Je dis, ouais, mais Grand Fear, c'était 25 ans de ça. Tu sais, c'est plus la façon qu'on joue. Les stats sont importantes. Puis, tu sais, lui, il veut vraiment bien jouer. Puis l'équipe a une bonne joute. Mais c'était toutes les affaires de même. Puis c'était, à chaque jour, là, tu ne savais pas sur quel pied danser parce que tu ne savais pas quelle pierre qui rentrait. Ouais. Parce que lui, à chaque jour, il voulait que les joueurs soient hors contrôle. Puis que nous autres, on soit toujours
OK, on fait ça aujourd'hui. Non, on fait pas ça aujourd'hui, on fait ça. Puis on the edge, tu sais pas à quoi t'attendre, il n'y a pas de routine, il n'y a pas de... Non, puis là, à la fin de l'année, j'ai dit, je peux pas faire ça, je peux plus faire ça, là, moi. Puis c'était pas nécessairement ça, mais être parti 20 jours du mois avec des enfants de 4 ans, là, c'était vraiment pas facile. Ouais. So, ils ont parlé d'un contrat l'année prochaine, à temps plein l'année prochaine, mais je dis non, je peux pas. Puis Patrick Dallaire, qui était avec l'équipe d'Autriche de Red Bull, c'est lui qui a monté et était à temps plein. Mais je pense que Pierre il a duré peut-être 3/4 de l'année prochaine, puis il s'est fait congédier. C'est Don Jackson qui a pris l'équipe, mais c'était bien des aventures avec Pierre Pagé. Avec l'Allemagne, c'était un projet, là. C'était... Mais non, j'adorais ça. En Allemagne, j'adorais ça. C'était le fun. Les gars, je pense qu'il y a 7 joueurs allemands qui m'ont vraiment montré Oktoberfest. J'ai vraiment montré c'était quoi le vrai Oktoberfest. Tu sais, quand tu arrives à la maison à 4h, 5h du matin après Oktoberfest, puis t'appelles ta femme, puis elle dit, qu'est-ce que tu dis là? Mais c'était... Fais-tu un ACV, là? Non, c'était... les joueurs allemands, c'est des personnes exceptionnelles. J'adorais ça en Allemagne, mais c'était juste... C'était trop. C'était trop de... Oh, c'était bien trop. Puis après l'Allemagne, j'ai cru comprendre qu'il y a eu un petit moment de... avec toi-même, je sais pas trop comment dire ça, mais il y a une petite pause. Ben, écoute, après l'Allemagne, tu sais, encore, tu sais, une fois que tu sors de la Ligue nationale, c'est dur de re-rentrer. Okay. Puis, tu sais, faut que tu connaisses des personnes. Puis, tu sais, j'avais assez de contacts, mais de trouver la bonne équipe, le bon groupe d'entraîneurs, tu sais, c'est pas facile. Puis là, à ce moment-là, je dis, OK, ben là, j'ai peut-être que that's it. Peut-être qu'on est fait, là. Tu sais, c'est ça ma carrière. Puis là, j'ai eu ma licence d'agent d'immeuble parce que faut que je fasse quelque chose. Puis là, j'entraînais. Oui, c'est ça. On était au sud de l'Ontario, on avait un chalet là-bas. Je disais, OK. J'étais sur la glace avec des jeunes à chaque jour. Tu sais, je travaillais encore sur la glace, mais je disais, OK, le hockey professionnel est fini. Aucun problème. Puis je me rappelle, j'ai interviewé avec l'équipe de Niagara Falls dans OHL, les Ice Dogs. Puis j'ai pas eu la job, je dis oh boy, là c'est vraiment, j'ai frappé le fond du baril. Tu sais, je suis pas capable de John dans la Ligue Ontario, mais Ben Vanderklok qui sur l'ego. Oui, exact. Ben Vanderklok qui est parti de là, qui était à Nashville comme entraîneur. Il voulait pas m'avoir, que j'ai compris après, il voulait pas m'avoir à moi rentrer après lui. Mais tu sais, c'était un choc pour moi parce que je dis ok, là je peux pas avoir un job. Tu sais, c'était pas bien de l'argent, mais c'était au moins un job d'entraîneur de gardien. Ouais. Alors, je dis, OK, je vais vendre des maisons, puis c'est ça qui va mettre le pain sur la table. C'était correct. Mais là, Rob Tallis, en Floride, il m'appelle, il dit, OK, on a besoin de quelqu'un à San Antonio pour aller les gardiens. C'était à temps partiel, mais je dis, ouais, j'étais là, tu sais, 10 jours par mois, j'étais là. Moi, ça fonctionne. Puis là, durant l'été, ça est devenu à temps plein coach de développement, que là, les rôles commençaient à rentrer comme ça. Puis là, l'équipe est déménagée à Portland, mais là, j'étais entraîneur de développement des gardiens. Alors, je passais aller voir tous nos gardiens collégiales, nos gardiens juniors. J'allais travailler avec l'équipe à Portland, puis là, j'allais voir des gardiens pour le repêchage. Alors, c'était différents jobs, beaucoup plus de voyagement, assis dans les estrades à regarder des gardiens, moins sa glace, mais on avait Tom Rowe puis Scott Allen, c'était les entraîneurs, c'était une bonne équipe d'entraîneurs, puis c'était une bonne équipe, on avait du fun, puis Portland, c'était une bonne ville. Pour moi, c'était bien, mais là, à la fin de l'été, là, Guy Boucher, il a eu l'emploi à Ottawa, puis j'ai connu Guy quand moi, j'étais à Montréal, lui était avec Hamilton. So, j'étais là, une fois par mois, j'allais à Hamilton voir les gardiens, puis c'est là qu'on s'est connus. Puis là, j'ai interviewé avec Guy, je pense au mois de juin. Puis j'ai sorti de là. Puis étant natif d'Ottawa, mes parents habitent à Ottawa, mes sœurs habitent ici à Ottawa, puis mes chums sont ici. J'ai conduit du sud de l'Ontario à Ottawa, j'ai pas dit à personne, j'ai pas dit à mes parents que je venais ici pour une interview, j'ai dit à ma femme, on garde ça secret, je veux pas vous dire à personne, si jamais j'ai pas la job, je veux pas rien dire. Cela, j'ai interview, j'attends un mois. Ah ouais, quand même. Je suis là, OK. Ça, on dit, OK, on reste ici, on s'ajoute un nouveau sofa pour notre maison là-bas. Le jour après, je reçois un appel. T'as eu un job. Ma femme était partie. Oh, oui. Le sofa, on l'a gardé enveloppé
je pense qu'on l'a acheté de brick, on l'a gardé enveloppé, parce qu'on dit, oh, il va le déménager, ça. Mais ma femme, elle rentre, je pense, les épiceries, puis là, elle me voit, elle dit, à Ottawa, je dis, oui, on s'en va à Ottawa. Mais l'affaire qui était, Pierre Dorion, il connaissait mon père parce qu'il jouait au même terrain de golf à Orléans. Il a cogné à la porte de mes parents. Il dit à mon père, il dit, écoute, j'espère qu'on va rester chum quand faut que je congédie Pierre à un moment donné. Ah. Mon père dit, de quoi tu parles? Mon gars t'a pas dit qu'il a eu la job avec nous autres? Là, je suis là. Je dis, pourquoi que, tu sais, je voulais moi-même dire à mes parents qu'on revenait à Ottawa, puis là, lui, il va dire ça, puis là, je suis là. Tu sais, tu dis... c'est ça, ça fit tellement avec le personnage. C'est Pierre Dorion. C'est ça. Puis là, je suis là. Pourquoi tu vas faire ça? Tu sais, là, puis là, il était tout de suite surpris. Il dit, t'as pas parlé à tes parents? Je dis, Pierre, personne ne le savait. Mes grands chums, mes sœurs, mon frère, mes parents, personne. La seule personne qui savait que j'ai venu à Ottawa, c'était ma femme, Guy Boucher et toi. Personne d'autre le savait parce que je m'ai dit dans ma tête, je dis, ça fait 3 ans que je suis parti de la Ligue nationale, les chances de revenir, tu sais, je le sais jamais, mais je dis, écoute, je veux pas dire rien à personne parce que, tu sais, là, ma mère sera tellement excitée, puis là, tu sais, par l'impression, mettre un peu plus de, hey, t'as-tu la job? Je dis rien à personne. Puis là, Pierre, il va, puis il va dire ça. J'avais la job à ce moment-là, mais j'étais là, tu te donnes un coup à la tête, puis tu dis, hey, qu'est-ce que tu fais? Mais, tu sais, qu'est-ce qui m'a aidé, c'est que la relation avec Craig, parce que Craig, on se parlait même quand que Craig il était au Colorado, moi j'étais à Montréal, il m'appelle une journée puis il dit, hey, j'ai bien de la misère, t'as-tu vu mes games? J'ai dit, oui, j'ai regardé tes games, tu fais ça de mal, tu fais ça, je travaille là-dessus, il dit, OK. Puis là, je pense 2 semaines après, il s'est fait échanger à Ottawa. Je dis, oh boy, là, je vais juste aider un gars qui joue pour Ottawa. Mais d'avoir la relation avec lui, ça a beaucoup aidé d'avoir la job à Ottawa. J'ai aimé travailler avec Guy, puis Martin Raymond, puis ces gars-là. C'était le fun. Oui. Vraiment, la première année, c'était différent comme première année parce que la 3e game de l'année, Jordan Sumsler qui gère l'équipe, gérant d'opération, il m'appelle sur la glace, il dit, viens ici. J'ai dit, OK, il faut que je parle à Craig. On sort Craig, puis sa femme, c'est là qu'on a eu connaissance qu'elle a eu du diagnostic du cancer. Puis là, Craig, on était une salle juste en arrière du banc, il y a une salle on ferme la porte. Puis là, tu sais, Craig, je dis, OK, débarque là, va-t'en. Il dit, non, je veux rester sur la glace, je veux pratiquer, je veux juste penser à autre chose, oui, penser à autre chose. Puis là, je dis, OK. Puis là, je joue la game, puis là, on joue, puis on s'en va. C'était non, ça, c'était la game qui est revenu. Ça, c'était quand il est revenu. Lui, il part, il s'en va à Calgary. La première période, Andrew Hammond, il joue la game. So, Craig, on ne sait pas comment il est parti. On n'a aucune idée. Puis, la bonne chose à faire, c'est de dire, prends ton temps, va avec ta femme. Puis, on joue à Calgary. Je descends entre la première et la deuxième. Je pense qu'on perd 2-1, mais c'était pas des mauvais buts contre Andrew. C'était une game c'est une game d'hockey. Guy dit, Hammond, j'ai sorti à Hammond. Quoi? Hammond est sorti. J'ai dit, de quoi tu parles, Guy? Là, j'étais là, j'étais bouleversé, là, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Tu mets Dreger dans le filet? Non, Hammond, il est blessé. Oui, c'était Trigger dans le temps. So, là, j'étais là, là, je vais voir Hammond, il avait tiré son hamstring, quelque chose de même. J'ai dit, oh non. Ouais. So, là, Chris Dreger rentre dans le filet, puis c'est là qu'il y avait juste son hockey junior, peut-être, il va être correct. On joue, on perd 5-2 la game, il a pas bien joué. Puis là, on s'en va, je me rappelle, on est sur l'avion de Calgary à Vancouver. Je pense que Dreger joue ce game-là. Puis là, dans l'avion, Pierre me demande qui qu'on va chercher comme gardien. Faut aller chercher un gardien. Puis là, j'ai dit, Mike Condon, il a joué des bonnes games à Montréal quand Price est parti. C'est ta faute. C'est de ma faute. Ou c'est grâce à toi. Ouais, c'est ça. Là, il dit, t'es certain? Je dis, parce que tous les autres gardiens qui étaient disponibles pour un prix minime, il n'y en avait pas. C'était pas bon. Là, j'étais là, OK. Là, on était cherché, mais là, Craig, il revient à Edmonton pour jouer la game. Il rentre et dit, je dis, Craig, qu'est-ce que tu as besoin? Il dit, j'ai OK. J'ai même dit, pas de vidéo, pas rien, je joue la game. Puis là, je me rappelle de ce game-là comme c'est hier. C'est comme s'il voyait la rondelle était ça de grosse, là. Il voyait tout. Puis
Je me rappelle, avec 1 minute à faire, Rob Cookson, il me tape sur l'épaule, il dit, on descend. Je dis, non, on descend pas, c'est pas fini. Ça. Là, le jeu blanchissage, puis là, il est sorti, puis il est en larmes, puis là, il rentre dans la chambre, je me mets en avant de lui, puis là, je pogne ses épaules, puis là, lui, il était pas capable de parler. Il était en larmes complètes. Puis je dis, good, t'as fait ça pour Nicole, c'est excellent, t'es correct. Mais pendant comme 10-15 minutes, là, il était comme ça, il était pas capable de bouger. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment il a fait ça, mais c'était la game de sa vie. Puis c'était à la fin de la game, là, toutes les émotions sont sorties. Puis il est parti le lendemain. Puis là, il est reparti avec sa femme. Puis là, Mike Condon est arrivé. Je pense que ça prend un game, c'était contre Buffalo. Je pense qu'il a joué un excellent game. Puis je pense à ce moment-là, je pense qu'il a joué 27 games de suite. Je pense puis je me rappelle, on était à Toronto. On vient juste de jouer à Boston-Saint-Louis. On a gagné les 2 games sur la route contre Boston-Saint-Louis. Puis on joue à Toronto, puis on joue à Columbus le lendemain, le dimanche à la maison. Puis là, je vais à Guy, je dis, écoute, si on gagne un soir, je suis Dreger demain. Tu sais, donne un repos à Mike. Guy dit, de quoi tu parles? Je dis, ben oui, mais Mike, tu le voyais qu'il était fatigué, là, il était mort. Puis il dit, non, je donne pas de game. Moi, je donne pas de points. Je veux pas jouer. Le backup joue pas. Je dis, ben oui, tu joues jamais. Tu sais, le backup peut te sortir une game de la vie. Puis là, il dit, on gagne la game à Toronto. Il dit, non, Mike, il joue. Je dis, OK. On perd la game. C'est la game que, je sais pas si tu te rappelles. On perd, je pense, encore 7-6. Mais c'est la game qui a un lancé de la pointe qui a frappé. Mike a perdu la rondelle des lumières. Puis ça a juste passé comme ça. Oui. Puis là, tu sais, il est pas bien joué. Puis là, Eugene Melnick, qui rentre après la game, le lendemain, puis il dit, on avait une journée off le lundi, on jouait mardi contre Washington. Puis là, il dit, il est-tu correct? Mike Condon, il est-tu correct? Je dis, oui, il est correct. Écoute, il a eu une mauvaise game, il est correct, il peut y aller. Puis là, je débarque la glace le mardi après le matin du match. Un des gars qui travaille dans l'office, il dit, Eugene veut parler à Mike. Oh. Le propriétaire veut parler au gardien. Il dit, oui, Eugene veut parler à Mike. Je dis, de quoi tu parles? Puis là, je dis, je vais chercher Mike. Je dis, Condo, faut que tu parles au propriétaire. Puis là, il dit, de quoi tu parles? Je sais pas qu'est-ce qu'il veut te parler, mais il veut te parler. C'est le propriétaire. Ça n'a même pas l'air vrai. Là, il rentre. Puis là, la seule chose qu'il demande à Mike, il dit, t'es-tu correct? Mike dit, yeah. Are you ready? Yeah. Puis là, Mike, il dit, yeah, I'm fine. Puis il a dit, OK. Puis là, Eugene, il revient, puis il dit, vous devriez jouer du jeu à soir. Mike est pas correct. Je dis, non, c'est Mike qui joue. Anyways, Mike, il gagne la game 3-0. Eugene, il rentre après le match, il vient dans ma face, il dit, don't you say I told you so. Puis là, je dis, non, I'm just happy. On a gagné, je suis juste content. C'est ça. Mais lui, ben, tu sais, Eugene, vous avez compris des histoires, là, mais cette année-là, puis là, j'étais, durant une semaine, travailler avec Craig à New Jersey, ce qui était avec sa femme. Puis je me rappelle la première fois qu'on était sur la glace, faire des exercices conditionnement. À la fin, il a tout vomi, qu'est-ce qu'il y avait dans le corps. Ah ouais. Il était vraiment penché. Puis là, jusqu'à ce jour ici, il dit, t'es allergique au Gatorade bleu. Craig, tu peux pas être allergique au Gatorade bleu. C'est toute la même affaire. Non, le bleu, je suis allergique. Ouais. Là, mais ça a l'air que le rouge excite les enfants. Là. Apparemment que dans les parties, il ne faut pas donner de Gatorade rouge aux enfants. Fait que, on travaille toute la semaine ensemble. Puis là, il revient. On est en Floride. On est encore 3 gardiens. Puis là, Craig, il revient. Il joue le reste de l'année. Puis dans les séries, il a joué exceptionnel. Il était meilleur que Tuukka, qui était meilleur que Lundqvist. Ça, c'est quelle année? 2016, 2017. Ça, c'est la finale de l'association. Oui. Oui, on rentre en finale de conférence contre Pittsburgh. C'est la game qu'on a scoré 5 contre Fleury en première période. Puis là, dans ma tête, j'étais là, non. Ouais. Parce que Matt Murray n'avait pas joué puisqu'il était blessé. Puis là, on lui a donné une game, 2 périodes et demie pour se réchauffer pour la prochaine game. Puis là, moi, j'étais là, tu veux pas dire non de compter 5 buts, mais dans ma tête, je suis là, lui... C'était pas une bonne affaire. Tu vois, c'est le genre d'affaire que les coachs de gardiens pensent que personne d'autre pense. Parce que moi, dans ma tête, je dis, là, lui, il joue sans pression, il peut juste avoir le feel de la game, puis là, il peut rentrer. Puis être prêt pour la prochaine. Pas que Matt, il a gagné la série, mais Craig était aussi... on n'a pas perdu à cause de Craig. Craig nous a gardé dans les séries.
Mais cette année-là, c'était exceptionnel parce que tout ce qui s'est arrivé. Puis là, après cette année-là, ça a été fou. Ouais. Encore à ce jour, le but de Chris Kunitz. Le rondelle. Pajot qui passe à la... Et puis Stallberg qui manque la rondelle par ça pour un échappé de l'autre côté. Mais c'était une année très intéressante. Non, c'est clair. C'est le dernier bon souvenir qu'on garde. Ah oui. Après ça, c'est ça. Après ça, là, ça a été... Oui, c'est ça. Là, le temps passe, puis on jase, puis c'est vraiment intéressant, mais j'aimerais ça qu'on parle de ton emploi actuel. Oui. Non, comment ça s'est fait? Mike Hirschfield, le connaissais-tu? En 2 minutes. Non, plus que ça. Non, Pascal va faire du montage, là. Il va condenser ça. C'était le président de l'association des coachs pour la Ligue nationale. Puis, évidemment, je connaissais Mike à un moment donné. Le jour après qu'il a eu la job, on s'appelle les deux. On se contacte. Puis il dit, non, je veux t'avoir aussi, mais il faut que je nomme mon entraîneur avant. Puis il me dit, honnêtement, il dit, ça va être une femme. Il dit, c'est entre deux autres. J'ai dit, non, pas de problème. La seule chose que je veux, c'est avoir une opportunité d'avoir une chance. Parce que pour moi, de travailler dans le hockey professionnel à Ottawa, j'étais là, pourquoi pas? Ouais. J'avais aucune idée du hockey féminin. À part les Jeux Olympiques, ou peu importe. Là, Carla McLeod, j'ai eu un appel Zoom avec Carla Emrance, puis Mike, sur mon interview, puis pour voir s'il y avait la cohésion entre moi et Emrance, pour voir si on pouvait travailler ensemble. Puis le jour après, ils m'ont appelé, ils dit ouais, t'as la job. Puis je pense au mois de novembre, avant la série Rivalité, Emrance, elle arrivait à Ottawa. Elle a dit, on peut s'embarquer sur la glace? J'ai dit, oui, for sure. Puis elle pourrait préparer pour la rivalité, la série Rivalité. On embarque sur la glace avec Ashton Bell, excuse-moi. Puis c'est la première aperçue, quand Ashton Bell a lancé une rondelle, je dis, oh boy. Ça joue, hein? Ça joue. Puis là, elle frappe, elle commence à patiner, là, je suis là, oh, jeez. Sont bonnes. Son talent, le lancer, je peux pas dire que c'est un lancer de femme, il y a pas de comparaison. Puis là, Emrance, ça commence à bouger dans le filet. Je dis, oh, jeez, elle est bonne, elle est excellente. Ouais. Sa technique est excellente, son positionnement est vraiment bon, sa lecture de jeu est excellente. Puis là, on commence à parler sur la glace. Puis de ce moment-là, j'ai eu une nouvelle appréciation pour le hockey des femmes parce que c'est des vraiment bonnes athlètes, premièrement. À chaque jour, ils ont quelque chose à prouver parce qu'ils n'ont jamais eu une ligue pour eux autres. À chaque jour, ils embarquent sur la glace pour la pratique, pour une game. Surtout pour les pratiques, même quand tu parles aux avants pour compter des buts, les yeux sont grandement ouverts. Ils veulent apprendre à chaque jour. Puis Emrance, qualité de gardien exceptionnelle. Pour une femme qui est 5 pieds 3, 5 pieds 2, 5 pieds 3, son positionnement est exceptionnel. Puis même quand tu vois Ab Strider qui joue un tournoi en ce moment avec l'Allemagne qui joue exceptionnel. Il y avait beaucoup de travail à faire pour vraiment améliorer sa technique. Mais à chaque jour, c'est le travail 100%. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas rien. C'est juste, ils veulent travailler. Puis le talent est exceptionnel. Puis le jeu est plus physique que la Ligue nationale en ce moment. C'est vraiment physique. Oui. On voit ça. C'est plus un jeu d'équipe. C'est moins individuel. C'est plus un jeu d'équipe. Mais honnêtement, j'ai une grosse admiration pour toutes les femmes qui jouent au hockey dans la Ligue PWHL parce que sont exceptionnelles. Puis chaque match, c'est des matchs proches. Puis c'est la compétition est là. Puis les partisans d'Ottawa, on a 8000 plus partisans à chaque partie. Puis écoute, le Centre Bell va être à Salcombe. Puis c'est le... Centre Toronto, c'est à Salcombe. Aussi un jour, j'espère. Non, pourquoi pas. C'est ça. Mais honnêtement, jouer à la place TD au Centre-Ville, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais écoute, je peux pas rien dire de... à chaque jour, j'embarque sur la glace, puis le fait qu'à chaque jour, eux autres, ils rentrent sur la glace, puis ils sont 100% dévoués à s'améliorer, c'est exceptionnel. Tu peux pas demander mieux en tant qu'entraîneur, là. T'es-tu à temps plein ou à temps partiel? Tu disais tantôt que... Non. Ben, c'est sûr que quand j'ai parlé à Mike, au début, il savait pas ce que c'est faire avec le rôle de coach et gardien. Je dis, écoute, vous commencez une ligue professionnelle. Moi, je rentre. Moi, je fais pas ça à temps partiel. Moi, je vais être là
à temps plein. Fait que tu vends plus de maisons, c'est ça qu'on comprend. Ben, non, je peux encore vendre des maisons, mais, tu sais, écoute, si tu veux faire ça de bonne façon, je suis là chaque jour. Ouais. Puis, tu sais, j'apporte plus que juste un entraîneur de gardien. Tu sais, j'avais 20 quelques années d'entraîneur dans la Ligue nationale. Ouais, exactement. T'as pas ton expérience. Et toutes les affaires, je dis, écoute, je peux embarquer bien plus que ça, mais, tu sais, ma première job, c'est les gardiens, mais je dis, écoute, moi, je suis 100% all-in. Puis, je dis, si tu veux faire ça de bonne façon, je pense qu'on est là. Je sais pas si on est la seule équipe que l'entraîneur gardien est à temps plein, mais j'adore ça, ouais. C'est tellement important, puis c'est tellement négligé, je trouve. Puis tu disais que même dans le temps, c'était pas tout le monde qui avait des équipes de gardiens. Puis moi, je l'ai vu là, avec mon gars qui a commencé MAG. Puis, tu sais, MAG, Hockey Québec te donne des 20 pratiques déjà faites d'avance, puis il faut que tu respectes ça, puis il faut que tu fasses les 20 pratiques pour les joueurs. C'est tout pour les joueurs. Il n'y a absolument rien là-dedans qui est pour les gardiens de but. C'est à un moment donné la gang de parents de MAG qui disent « Hey, toi, ton gars est goaler? Oui, ben tu vas coacher goaler. » Ben, OK, mais je fais quoi? Arrange-toi, figure. Puis toute la... Figure de shoot dans la mythe. OK, travaille la mythe. Non, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Puis Novice, Atome, Phil était chanceux parce que, tu sais, dans l'Atome, dans le MAG, il y avait un des gardiens qui était là, que son père a joué junior 3A, a joué junior majeur même un peu, puis midget 3A comme gardien de but. Fait que lui, il s'occupait des gardiens. Fait qu'il était vraiment... Mais c'était pas la norme, là. Puis dans ces années jeunes, il y a eu quand même des coachs de gardiens. Il était vraiment chanceux. Je voyais toutes les équipes qui en avaient pas. C'est complètement ignoré. De plus en plus, il commence à y penser, puis il commence à... Puis des fois, il y a des coachs de gardiens qui sont assignés. Je me rappelle, Philippe t'es rendu Bantam 2e année, puis il y a un coach de gardien qui arrive, puis il dit « Ah, moi, je vais m'en occuper. » Puis la première pratique, il commence à y faire pratiquer les two-pad stacks de chaque côté, tu sais. Là, moi, je suis dans les estrades, puis je dis « Oh my God, j'ai dit ça marchera pas. » Je finis la pratique. Philippe, il rentre dans l'auto. Je dis « Puis, comment ça a été? » Il dit « Pire pratique que j'ai jamais eu toute ma vie. » Je pense que tu as amplement raison, c'est négligé, puis c'est ça que je parle. Vraiment? Je parlais à Mike Hirschfeld, je dis « Vous commencez une ligue professionnelle pour les femmes, soyez professionnels. Ouais. Puis pour moi, d'aller à chaque jour, écoute, c'est pas que tu fais des drills à chaque jour avec les gardiens, mais t'es là pour parler, t'es là pour différentes affaires, puis t'aides les joueurs à compter des buts, t'as tellement de casquettes que tu peux porter comme entraîneur de gardien. Ben oui. Puis je pense que, comme j'ai dit, j'adore ça. Puis je pense que les joueurs sont contents que je sois là chaque jour pour parler de différentes affaires, même, de parler de d'autres gardiens, de parler de différentes affaires, puis de juste vraiment démontrer à eux autres comment compter sur le gardien, comment faire ça. Ils n'ont jamais eu ça. Puis c'est vraiment de faire ça de bonne façon, mais je pense que la Ligue est exceptionnelle. Ils ont fait ça de vraiment bonne façon. Alors, c'est le fun à voir. Puis tu es capable même, c'est ça, de dire aux joueuses c'est quoi les faiblesses des gardiens, tu sais, comment compter sur un gardien, comment screener un gardien. Low blocker, là, c'est vraiment, il y a pas un gardien que c'est sa force d'avoir un tir low blocker. Les joueurs ont jamais entendu ça de leur vie. Comment screener un tir, tu sais. Moi, je voyais les joueurs se mettre en avant du but, puis là, le tir arrive, puis il stop. C'est ça. Tasse-toi pas. Mais c'est en avant. C'est toutes des choses que tu peux ajouter. Au début, on n'a pas fait, tu sais, je pense, tu sais, je mettais un rapport sur le mur des gardiens, tout ça, puis là, à un moment donné, on avait de la misère à compter des buts, puis là, finalement, Carla puis moi, on s'est parlé, je dis, ben, écoute, je vais faire une présentation à chaque jour. Veux pas, les gardiens, les joueurs vont écouter la présentation. Puis là, tu sais, pas pour dire ça, mais je pense que les joueurs, là, ils écoutent davantage, puis là, ils commencent à comprendre comment un gardien pense la game, puis comment qu'un gardien réagit à certaines choses. Je pense que c'est quelque chose qui nous a aidé à Ottawa, il nous a aidé, mais c'est eux autres, tu sais, ils ont pas eu les ressources, mais ils ont pas eu les ressources. Alors je pense que pour moi, c'est pour ça que j'adore ça. À chaque jour que je pars de la maison, j'adore ça parce que je sais que c'est un travail qui est valorisé avec la Ligue des femmes. Puis puis écoute, le produit est exceptionnel, puis comme tout le monde l'a vu. Tu as parlé d'Emrance Smashmeyer tantôt. Une bonne gardienne avec qui Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur chacune des 3 gardiennes de l'équipe, grosso modo? Ben, Emrance, sa lecture de jeu me fait beaucoup penser à Craig Anderson, parce que sa lecture est exceptionnelle sur la glace. Pour un gardien qui n'a pas un gros gabarit,
Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Ouais. Puis son positionnement... Elle ne peut pas jouer des pourcentages, puis le coverage. Exactement. Son positionnement, sa lecture, puis son positionnement est exceptionnel. Puis son mouvement latéraux, il faut qu'il soit là. Pour Sandy Abstrider, c'est un gardien de gros gabarit, mais elle a joué, au début de l'année, elle a joué 3 en bloc. Puis elle dit, c'est ça qu'ils m'ont dit, il faut que j'utilise ma grosseur pour jouer. Mais je dis, oui, mais de jouer un bloc, tu te caches de beaucoup de certaines situations de jeu. Puis son gant, surtout son gant était à l'intérieur, puis on a changé son gant on l'a vraiment mis de côté pour avoir une plus grosse aperçue. Je dis, écoute, Sandy, t'es 6 pieds 1. Wow. Faut utiliser ta grosseur. Puis son mouvement latéraux, c'était toujours son haut du corps poussait au côté opposé qu'on voulait aller. Puis là, c'est vraiment travailler sur l'extérieur de pousser, vraiment rentrer le corps dans la rondelle, puis vraiment prendre le gros gabarit, puis le mettre en arrière de la rondelle le plus souvent possible. Puis je pense que ça commence à rentrer sous fruition, mais c'est une gardienne. Écoute, Emirates a joué tout sauf un match et demi. C'est ça. Sandra Abstrider a jamais rien dit de mal. Elle a jamais rien dit quand est-ce que je vais jouer, quand est-ce que je joue. À chaque pratique, elle se présente sur la glace. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? À chaque game, elle supporte Emirates. À chaque pratique, chaque game, pas rien de mal. Alors, c'est exceptionnel. L'attitude. Oui. Ça, c'est-tu voulu que ce soit tout le temps Emirates? C'est pas voulu. Je pense qu'on a eu un mauvais début d'année. Oui. Puis là, c'est arrivé que, faut les rattraper, mais là, on est 5 points d'insérie en ce moment. On a 5 parties à jouer. La manière que Sandra joue en ce moment au championnat du monde, ça démontre qu'elle a progressé. Alors, c'était pas voulu, mais ça a juste arrivé. Puis, écoute, on a eu un back-to-back cette année. On joue habituellement 3-4 jours entre les games. So, parlant de repos, il y en a du repos. C'est ça, parce que c'est une saison courte. Là. Tantôt, on parlait des pauses dans la Ligue nationale, mais là, c'est des pauses en tabarnouche que ces joueurs-là ont. Là. Mais c'est là que... Le rythme, ça doit pas être évident. Chaque vol, sauf Montréal et Toronto, on prend l'autobus, mais chaque vol, c'est un vol commercial. On faut aller le jour, on va toujours le jour avant, mais tu peux jamais partir après la partie. Tu as tant de jours le jour après, alors c'est une journée qui est morte. Tu peux pas rien faire ce jour-là. Alors, encore, dans la convention collective, ils ont une journée off par semaine, qui est correct. Mais là, quand tu dis une semaine, tu joues une partie à l'extérieur, tu perds 3 jours ou 2 jours et demi de pratique. Ajoute la journée off, tu perds 3 jours et demi. So là, les pratiques il y a moins de pratiques, mais je pense que la Ligue va travailler là-dessus dans les années prochaines pour améliorer ça. Mais le repos est là. Emirates, c'est correct, mais c'est juste, à un moment donné, avec toute la pression de pas gagner, Emirates, on a à Minnesota, Sandy a joué la partie, on a perdu 4-3 en prolongation. En tir de barrage, je pense. Vraiment bonne partie. Oui, en tir de barrage, c'est ça. Elle a joué une vraiment bonne partie. Alors, elle s'en vient, c'est juste une situation que Emirates a joué tous les matchs, c'est juste ça arrivé comme ça, sauf un. Mais là, je pense que a démontré qu'il est capable de jouer, alors on va aller de là. Puis la troisième gardienne, est-ce que c'était un choix pour le backup? Parce que c'était... C'était Rachel McQuigg. Elle vient de la région, plus de la région de Smith Falls. Oui. Elle jouait à Princeton. Mais c'est une gardienne que c'est un projet. C'est un projet qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'elle peut devenir. Vu que on n'a pas de ligue américaine, faut avoir un troisième gardien, mais je pense que elle, c'est un projet pour voir qu'est-ce qu'elle peut devenir. Okay. C'est une joueuse une personne qui était à Princeton, elle va toujours penser trop. Alors, elle pense trop sur la glace, elle est très émotive. Mais je pense que c'est juste la calmer. Puis c'était une gardienne on a fait beaucoup de corrections sur son style. Son chest était vraiment trop bas sur la glace. Ses pieds étaient à l'extérieur. Alors, c'est vraiment de raffiner ça. Puis vraiment de la pousser de bonne façon. Mais c'est notre troisième gardien. Si jamais quelque chose qui arrive, elle peut être sur le banc, mais c'est un projet pour voir qu'est-ce qu'elle peut faire. Je pense qu'elle a le talent peut-être de jouer d'une couple d'années dans la ligue comme deuxième gardien. Mais en ce moment, c'est juste de pousser le processus, de voir qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Je pose une question niaiseuse, peut-être, là. Advenant que toutes les gardiennes se blessent, est-ce qu'il a été question de mettre Geneviève Lacasse devant le filet? Oui, Jen est là souvent. C'est ça. Mais en ce moment, elle est enceinte de 6 mois. Vrai. Alors,
Je pense pas qu'elle avait dans le filet, mais je pense que Jen a... More coverage. Ouais, c'est ça. Après mettre le plastron de Vasilevski, je pense que ça y ferait. Ou moi, je me mets une perruque sur la tête, puis je vais dans le filet, je me rase, puis je vais dans le filet. là. Non, mais c'est... Mais c'est ça, c'est le fun de t'entendre parler les corrections techniques, puis les... Puis c'est la raison pourquoi je dis les coachs, les head coachs, tassez-vous de là. Vous avez aucune idée de qu'est-ce que c'est. C'est pas... Les gardiens, ils jouent pas au hockey. Ils sont goalers. C'est une job complètement différente. C'est tellement technique. C'est T-push, shuffle, butterfly slide. Moi, je compare ça des fois à un kata. Tu sais, c'est un kata au karaté. C'est technique. Faut que tu connaisses toutes tes positions, puis après le tir, c'est quoi le mouvement, c'est quoi comment faut que tu sois. C'est tellement technique, c'est tellement puis une routine. C'est quasiment, j'exagère avec du ballet puis de la danse, mais c'est presque ça. Tu sais, c'est tellement aujourd'hui, c'est plus ok, drop et mets-toi gros. C'est drop, mets-toi gros, fais la ref, soit square, soit prêt au rebound, soit prêt au deuxième, puis après ça, laisse aller tout ce que tu. Après ça, fais la pieuvre. Ouais. Mais c'est complètement aujourd'hui, puis t'embarques maintenant des positions qui sont, puis on pourra en reparler peut-être, là, mais le VH, le RVH, c'est pas naturel sur le corps, c'est difficile à faire à long terme. Fait que, tu sais, je me dis, les coachs, là, tassez-vous. Vous avez coaché des joueurs toute votre vie. Laissez ça à du monde qui savent quoi faire. Non, t'as amplement raison, parce que, pour moi, tu sais, les entraîneurs-chefs, des fois, ils pensent qu'ils connaissent tout, pour dire ça oui. en point banal, mais ils pensent qu'ils connaissent tout, puis de dire que, puis écoute, t'écoutes le hockey à la télé, surtout, tu sais, Hockey Canada ou quelque chose de même, la seule réponse qu'il peut dire, le gardien n'a pas été assez agressif, là, il était pas au top de sa crise, il était pas là. Ouais. Mais la complexité de la game du gardien, c'est tellement plus que juste être agressif. Ou juste faire ça, parce que, écoute, tu veux pas être trop ces détails à chaque jour, parce que tu veux pas faire le gardien, tu vas les perdre. Ouais. Mais pour moi, c'est les bons entraîneurs-chefs laissent les entraîneurs gardiens faire leur job. Puis les bons entraîneurs-chefs reconnaissent que, écoute, c'est un lancer volé où le gardien a fait une erreur, ça arrive, des mauvais buts, ça l'arrive. Puis la meilleure chose que, tu sais, de comprendre que, oui, un mauvais but, ça va arriver de temps en temps. Oui, un mauvais but, tu veux pas accepter ça, tu veux pas avoir ça. Ouais. Mais à un moment donné, ça l'arrive. Mais si tu traites le gardien de bonne façon, le gardien va te récompenser 100 fois davantage la prochaine fois. Parce que si tu es sur lui pour dire à chaque fois qu'il donne un mauvais but, sur lui ou elle, excuse-moi, de dire à chaque fois qu'il y a un mauvais but, t'es sur le gardien, puis dire tu peux pas faire ça, tu peux faire. Les gardiens savent quand c'est un mauvais but, c'est pas un mauvais but. Alors pour moi, tu traites le gardien de bonne façon. Au bout de la ligne, ça va te revenir 100 fois, ça va te revenir davantage. Puis qu'est-ce que tu dis de laisser l'entraîneur et le gardien faire sa job. La position est tellement complexe, d'ajouter plus de pression, c'est pas bon. On n'a pas besoin. Non. Ouais. Exactement. C'est tellement mental puis, aussi. De dire, les gardiens savent quand le coach il est pas content, quand le coach qui doute, quand le coach il t'aime pas comme gardien. Les joueurs savent ça aussi. Tout le monde le sait quand tu es assis sur le banc, puis tu sais que le coach il t'haït, ou pas qu'il t'haït, mais qu'il t'aime pas comme joueur, tu le sais. Puis ça joue dans le mental, puisque tu arrives sur la glace. Tu es un joueur de 4e trio qui joue 5 minutes par game, puis il sait, je fais une erreur, je suis cloué au banc, c'est fait. So, c'est la même chose pour le gardien. Un gardien qui sait, tu sais, quand on parlait tantôt de la rotation de 2 gardiens, le gardien sait, OK, si je perds à soir, je joue pas demain. Écoute, c'est pas facile, là, ça. Pas lui qui décide. Exactement. La victoire, Puis des fois, tu peux perdre une game puis jouer un maudit bon match. Mais c'est la game de hockey. Puis la base, c'est, tu sais, on dit, moi, la leçon de ça, c'est le gardien de but, ce qu'on lui demande, c'est donne une chance à ton équipe de gagner. Puis t'as fait ta job. Si au bout de la game, puis ça, c'est une chose que j'utilise beaucoup avec les gardiens, à la fin de la game, si tu peux dire que tu as donné une chance à l'équipe de gagner, c'est la seule chose que tu peux faire. Ta job est faite. Si tu as donné une chance puis tu as donné 3 buts, écoute, c'est 3 buts, déviation, backdoor, des affaires de même. Écoute, ça l'arrive.
Mais si tu peux dire, j'aurais pu faire ça de mieux, OK, on travaille là-dessus ou on va là-dessus. Mais j'ai jamais, dans ma carrière, peut-être 1 ou 2 gardiens qui n'étaient pas de même, mais la plupart des gardiens, ils vont dire après le match que oui, j'ai joué un bon match ou ouais, ce but-là, ils savent. Quand je fais du vidéo avec Emrance le lendemain d'un match, elle se rappelle de chaque situation, puis on parle de situation, puis on dit on pourrait faire ça de mieux. Elle sait, elle. Puis, tu sais, c'est. Ouais, les gardiens ont une bonne auto. C'est les premiers à savoir. Absolument. Absolument. Ouais. En ce moment, c'est le championnat du monde. On a calculé qu'entre le dernier match d'Ottawa et le prochain match d'Ottawa, il y a plus ou moins 1 mois. On est en pleine course aux séries. Tu l'as dit tantôt, les matchs sont toujours serrés. En ce moment, Ottawa occupe la dernière place qui leur permettrait de faire les séries. Oui, Boston est quand même un bas, mais pourrait décider qu'ils se mettent à gagner puis rattraper. Tout pourrait arriver. Comment ça casse un momentum, un championnat du monde de même? Surtout drôle. Quand l'équipe était sur une pente ascendante. Exceptionnel, parce que dans les 5 derniers matchs avant la pause, on a gagné, perdu en tir de barrage, gagné, perdu en tir de barrage, puis gagné. Toronto, un gros match. C'était eux autres qui avaient pas perdu en 11 matchs. Puis c'est à ce moment-là, tu veux dire, hey, faut continuer à jouer. Allez-vous-en chez vous. Mais qu'est-ce qui est bon pour nous autres, c'est que Emrance, Anna René, c'est le meilleur, a joué pour Canada. Emrance a joué contre la Suisse, a joué un bon match, un blanchissage. Et ça glace à chaque jour. Alors, c'est bon. Sandra a joué du hockey exceptionnel en ce moment. Elle va commencer les quarts de finale. Drôle contre la Tchèque, puis Carla McCall. C'est vrai. Alors, ça va être intéressant. 3 joueuses de l'équipe aussi. C'est 3 joueuses, exactement. Pour moi, c'est pour mes 2 gardiennes, ils jouent sur sa glace à chaque jour. Pour notre équipe, on a 12 joueuses qui sont au championnat du monde. Alors, eux autres, ils jouent du hockey de haut niveau. Pour les 12 autres, on est sur la glace à pratiquement à chaque jour. On donne les journées off ici puis là. Alors, mais l'excitement va revenir vite fait quand toutes les joueuses vont revenir. On est sur la glace mercredi prochain avec toute l'équipe. On joue samedi contre Minnesota à la maison. Je pense que ça va être facile de retrouver l'excitement pour la game. Puis, qu'est-ce qui est bon, c'est que Minnesota aussi, c'est leur première partie aussi. Alors, là, la rouille va être là pour les deux équipes. Mais l'excitation pour nous autres, où est-ce qu'on peut aller, pour on peut se trouver, c'est... Toronto joue contre Boston jeudi. Alors, on espère que Toronto va être fâché de perdre contre nous autres. Puis, on joue Boston, notre deuxième match. Alors, je pense que les joueurs vont trouver l'excitation très rapidement, puis de revenir. Mais, écoute, si on avec quelques médailles dans le cou, là, ça va exactement. être... Non, je pense que on espère de retrouver ça le plus vite possible. Mais je pense que vu qu'on était tellement sur un high, que c'est... mauvais timing. L'autre côté, tu joues mal les 5 parties avant la pause. Là, tu penses ça à travers toute la pause, tu penses à ces 5 derniers matchs. Puis là, tu reviens. Au puis là, moins, vous êtes resté avec un bon feeling. Exactement. Ouais. En tout cas, moi, je veux vous voir en série. Je pense que le vibe va être incroyable. Pierre, en terminant, ça a tellement passé vite. Ça fait 20 minutes qu'on parle. Jimmy Fortin te lance 3 questions rapides qu'on appelle les tirs de barrage. Tu vas y répondre comme ça te vient. C'est bon? On fait ça à tous les épisodes, là. C'est pas parce qu'on a c'est ça. En tir de barrage, exactement. Bon, Pierre, la série est 3-3, match ultime de la Coupe Stanley. Tu as le choix d'un gardien dans la LNH présentement. Qui est ton choix et pourquoi? Ça peut être dans la PWHL aussi. Là. Oh, OK, je peux. Vasilevski? Non. Écoute, Vasilevski, parce que il a prouvé qu'il va faire, puis de la façon qu'il joue. Écoute, je sais qu'il n'a pas une saison exceptionnelle en ce moment, mais pour moi, c'est un gars qui... Écoute, tout le monde l'a vu dans ses yeux. Ses yeux sont tellement engagés dans le match. Pour moi, c'est le gars que je choisis dans ce match-là parce que c'est un gardien de gros match. Il est capable de gagner le gros match, mais son attitude est exceptionnelle sur la glace, puis son éthique de travail est exceptionnelle. Puis tout ça, l'éthique de travail, l'effort qu'il met, les yeux, la situation de Craig Anderson, trouve-moi ça dans les stats avancés, voir. Trouve-moi où est-ce que ça ressort dans les stats avancés. Ça existe non, ça n'existe pas, ça. Non. Deuxième question, le plus beau kit dans NHL. NHL.
T'es-tu un gars qui aime les kits, les pads, les casques, les funky ou ben t'es plus honnêtement, pour moi, j'ai une histoire, mais pour moi, c'est le choix du gardien. C'est ta disponibilité de montrer ton caractère avec tes jambières puis ton casque. Pour moi, écoute, notre troisième gardien, Rachel McQuaggy, elle a le style de Bryans, de Trevor Kidd à Caroline. Le karaté. J'aime ça. Écoute, pour le meilleur style, on va aller avec Erin Smashmeyer. Elle a un style traditionnel, mais très simple. Puis son casque, c'est une caricature qu'un enfant de Chio qui a peinturé ça. Alors, je vais aller un peu... Du rabat. Un peu Homer un peu là-dessus, là, mais ça marche. C'est un style traditionnel. Oui. Puis ma dernière, là, on va perdre GP4 pour cette question-là parce qu'il n'y a aucune idée de quoi qu'on parle, mais... ou VHS. VH ou ben RVH. Puis pour ajouter à ça, est-ce qu'il y a une surutilisation du RVH? Garanti. Pour moi, comme que je dis à tous mes gardiens, chaque situation de jeu est différente. Chaque situation de jeu mérite une différente sélection d'arrêt. Qu'est-ce qui me tue avec le RVH, c'est que le joueur, il est même pas prêt pour reprendre un lancer, puis le gardien, il drop dans son RVH, puis tu vois des gardiens de 12, 13, 14 ans qui font ça, qui drop, puis ils restent là. Pour moi, c'est une bonne sélection, mais pour moi, j'utilise le RVH ou le VH comme un papillon. C'est une sélection d'arrêt, mais faut que tu sois capable de réagir au lancer, puis faut que tu sois capable de bouger dans ton filet. Alors, de t'accoter sur ton poteau pensant que... Puis écoute, Koskinen, Korpisalo, il a donné 2 buts contre la Floride à côté de son casque. Est-ce que c'est un bon lancer? Oui, mais c'est un mauvais but. Puis pour moi, Puis ça, c'est une chose qu'on a travaillé beaucoup avec Amrance. Il était à côté sur son poteau. Son poteau, c'était qu'est-ce qui était confortable pour elle. Puis je disais, écoute, en anglais, on dit disengage. Faut que tu sortes de ton poteau pour que tu sois capable de réagir au jeu. Ouais. Alors, pas utiliser ton poteau comme quelque chose qui est confortable. Faut que tu sois active en avant du lancer. Alors, pour moi, RVH ou VH, ça s'utilise plus beaucoup. Non, le VH, ça s'utilise plus beaucoup, mais pour moi, ça dépend de la situation de jeu. De dire en longue façon. Craig Anderson en faisait. Oui. Craig Anderson faisait des arrêts au lieu d'un papillon, il faisait une jambière à terre et une jambière dans les airs sur un tir de la... C'est vraiment clair. Il y a juste lui pour faire ça. Craig était VH. Mais Craig, c'est intéressant parce que quand on a commencé à travailler avec le VH, puis il faut s'adapter, il faut faire différentes affaires. Ouais. Le côté du blocker, c'était toe box sur le poteau. Côté du gant, c'était toe-in, parce qu'il n'était pas capable de le faire avec ses hanches. C'est 2 jambes. Ah ouais, c'est ça. C'est tellement différent. C'est tough ses hanches, là. Mais pour moi, écoute, Craig, il n'y en a plus de gardiens comme ça. Mais actually, non. Fini. Errol Frankel, qui joue avec Boston. Oui. Et elle joue comme Craig. Elle joue c'est vrai? Et tout partout. Puis, c'est frustrant parce qu'elle a pas, elle a une technique, mais c'est qu'est-ce qui arrive au match. Puis, tu sais, je me rappelle une histoire avec Craig, c'est que Bobby Ryan, encore Bobby, là, mais ça arrive de même. Une pratique, il shoot la rondelle, il manque le filet complètement. Puis Craig, il a pas descendu, il a juste regardé la rondelle passer puis resté debout. Tu sais, il était les 2 jambières collées puis la rondelle a même pas... Bobby vient et il me dit « What the hell is he doing? Qu'est-ce qu'il fait? » J'ai dit « What do you mean? Il est supposé tomber par terre dans le papillon. » Ouais, mais t'as shooté à côté. Bobby, t'as-tu frappé le filet? Non, mais s'il tombe en papillon, ça frappe sa jambière, c'est un rebond. Je dis, OK. Justement. Puis là, j'ai dit, en plus, tu vois-tu Craig faire ça dans un game? Ben oui. Ouais. Oui. OK. Exactement. Tout est beau. Puis là, il est parti de là, il est encore choqué, mais je dis, mais Bobby, il n'y a pas rien qui est différent. Craig fait ça dans un game. Mais c'est son sens de l'anticipation. Exactement. Puis je me rappelle Craig en Floride, lui-même, il faisait ça à Ottawa. À la fin de l'échauffement le matin, les joueurs s'alignaient à la ligne bleue, puis prenaient le lancer. Craig, il fait juste dévier avec son bâton. Ouais. Puis je me rappelle un entraîneur en Floride, il vient me voir, il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il perd son temps, il est en train de niaiser. Je dis, non, regarde ses yeux. Regarde qu'est-ce qu'il fait. Il regarde la rondelle à lever son bâton.
puis il suit la rondelle directement dans son bâton. Alors, c'est pour ça que Craig, j'ai tout le temps dit que il y avait la meilleure lecture de jeu dans la Ligue nationale. Parce que pour dire qu'un gardien peut rester debout et faire un arrêt, la lecture de jeu est exceptionnelle. Puis c'est pour ça que c'est très important pour des petits gardiens, des jeunes gardiens, qui soient capables de lire ce qui s'en vient. Puis souvent, il y a des pratiques, Craig est arrivé à moi, puis il dit, OK, aujourd'hui, je regarde même pas la rondelle, je regarde juste la main qui est en bas, la main qui est au milieu du bâton. Okay. Ça va me dire tout. À la fin de la game, ça se peut qu'il rentre bien des buts, mais je suis en train de travailler quelque chose. Là. Honnêtement, ça va pas bien. il est exceptionnel en pratique, parce que la main du bas, elle disait tout ce que la rondelle s'en allait. Puis il a même pas regardé la rondelle, puis là, je dis, écoute, je suis content que ça a bien été, mais fais pas ça dans une game. Mais c'est pour te dire que c'est bon. Craig, sa lecture de jeu, pour revenir à la question, RVH ou VH, c'est la lecture de jeu est plus importante. Ouais. C'est leur situation, ouais. Puis tu sais, avant, puis je veux pas étirer ça encore, là, mais les gens disent, il s'est fait shooter en arrière du casque. Tu sais, avant, quand les gardiens de but restaient debout, quand la rondelle était en arrière, on voyait les joueurs s'essayer en arrière des pads, en arrière du genou, en arrière. Tu sais, je veux dire, les joueurs vont toujours finir par trouver quelque chose, tu sais. Fait que de là à dire que c'est une mauvaise sélection, attends un peu, là. Il y a des temps où c'est bon à être utilisé. Non, c'est pas une mauvaise sélection. Non, c'est une bonne sélection d'arrêt, mais c'est juste que faut pas que tu sois pris dans la sélection d'arrêt. C'est comme quand tu descends en papillon, à un moment donné, il faut que tu relèves. Alors, tu sais, mais les joueurs s'adaptent à tout ce que tu fais. Aussi, ils vont toujours trouver. Je me rappelle, à Montréal, Thomas Pécanic, t'es toujours avec moi pour les sessions de gardien. Puis j'ai demandé pourquoi t'aimes ça être sur la glace avec nous autres? J'aime ça écouter ce que tu dis aux gardiens. Parce que c'est des joueurs qui apprennent comme ça. Puis, tu sais, c'est les bons joueurs qui apprennent. Puis, tu sais, écoute, les joueurs spéciaux qui sont capables de faire le Michigan ou les Trevor Zegras, les gars de même. Ça, c'est exceptionnel, mais ça, c'est des jeux en temps et lieu. Mais les gardiens qui sont capables, les joueurs qui sont capables de lire les gardiens qui sont capables de lire les joueurs, c'est ça que tu veux. Ouais. Sur ces belles paroles. Pierre, honnêtement, un gros merci. On a étiré, on a abusé de toi. Moi, je voudrais aller me chercher une autre bière. J'espère que tu n'avais pas d'autre place ce soir. Oh non, écoute, les enfants ont 15 ans, ils jouent à leurs jeux vidéo. Ma femme, elle écoutait un show que j'aime pas écouter quand même. Fait qu'on t'a sauvé, là, c'est bon. Okay. Puis, écoute, t'auras pas District 31 ce soir. Là. Non, parler de... écoute, parler de ma carrière, c'est une chose, mais je pense de parler des gardiens, puis de parler des gars comme Craig Carey, puis parler des gardiens comme Emrance puis Sandra, j'adore ça, parler de hockey. C'est ça que j'ai fait pour 25 ans de ma vie, là. C'est 25, 26, peu importe. C'est le fun de parler de hockey avec des gens passionnés puis des gens qui comprennent la position de gardien. C'est le fun. Cool. Fait que, non, on va s'en refaire une partie 2 certaine l'année prochaine. Sure. Va falloir se rejoindre. 100%. Non, écoute, c'était le fun. Je souhaite meilleur succès. Puis, n'importe quand que vous avez une question, écoute, vous avez mon numéro de téléphone, contactez-moi n'importe quand. Puis, écoute. Parfait. Puis je t'engage pour des leçons privées, là. Parfait. C'est hockey for fun, là. Faut que je devienne, faut que je m'améliore, puis, mais on part de zéro, là. Je vais t'envoyer, puis ceux qui veulent le trouver. Non, on part, 39 ans que j'ai commencé à chausser les patins. J'ai un compte TikTok où, tu sais, je filme la partie au complet, je mets ça sur YouTube pour les gars dans l'équipe, ils sont bien contents de voir ça. Puis je découpe tous les buts, puis après ça, je mets ça sur TikTok, puis je ris de moi. Tu sais, je m'appelle un goaler pourri, puis je ris de moi un peu, puis j'en fais des farces. Mais en même temps, je l'utilise avec mon gars, tu sais, fait que je lui demande des conseils. Moi, je le coachais, puis mais lui, il savait tout quoi faire déjà, fait que je m'occupais plus du mental. Puis là, je l'ai vu pratiquer, faire tout ça, puis je vais le faire. Hey, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, pas tout. Quand t'arrives en avant du but, puis que tu dis, OK, je vais faire un papillon, puis que finalement, tu tombes les jambes écartées, tu dis, non. Comme tu sais, quand je suis en Floride, puis Eddie pratiquait jamais après le match, je pense en Floride, j'ai pratiqué 50 ou 60 fois cette année-là. Tu sais, j'adorais jouer dans les filets. Quand je suis venu à Montréal, tu sais, quand j'allais une fois de temps en temps dans le filet quand les gardiens avaient une journée off. Mais là, à Ottawa, quand j'étais dans ma quarantaine, puis là, on a eu une journée, je pense, ça fait 4 ans de ça, 4 ou 5 ans. On a eu une game avec les enfants le jour avant Noël.
Oui. La veille de Noël, on a eu une game. Puis mon fils, je pense à ce temps-là, il avait, 8-9 ans. Non, 10 ans, quelque chose, whichever. J'ai dit, OK, je vais aller dans le filet. J'ai été dans le filet. Le jour, je pense. C'est pas comme le bicycle, là. Non. Ouais. Puis le lendemain, mes hanches, le dos, mes genoux, mes pieds, tout faisait mal. Puis là, je pense 2 mois après, j'ai vendu mon équipement. Non, je suis plus capable. Tu sais, c'est pour ça que tu vois bien des gardiens qui ont joué dans la Ligue nationale. Ils jouent plus comme gardien parce que c'est tellement... Même ceux qui ont joué junior, quoi que ce soit, c'est terminé. Ça fait tellement mal, puis c'est pour ça que c'est une position qui est tellement plus difficile que le monde pense. Mais c'est drôle, tu joues dans un filet, puis là tu vas en avant, tu joues comme défenseur ailier droit, quelque chose de même. C'est totalement différent. Puis c'est pas le même sport, je dis, c'est pas le même sport. Non, c'est exactement, c'est pas la même affaire, mais c'est pour ça que la position des gardiens est tellement, c'est le RVH puis toutes les affaires. La position est tellement dure sur le corps que c'est difficile. Bon, ben Pierre, avant que Pascal commence à parler, là, c'est vrai, là, moi je parle plus, je me mets on va te dire mute. merci. Honnêtement, super généreux de ta part. Puis on vous souhaite le plus de succès possible le reste de la saison. Puis on a hâte de vous voir en série. Ottawa, on va vous suivre, c'est certain. Parfait. Merci les gars. On va être derrière vous. Alors, de notre côté, on vous invite à consulter labrigadepodcast.ca pour ne rien manquer. Vous pouvez aussi vous abonner à La Brigade via votre application de podcast préférée. Nous suivre sur Twitter, Instagram ou sur Facebook. Pascal, on peut bien sûr continuer à t'entendre à tous les mardis dans le local sportif en compagnie de Marc Legault et Colberteur. Est-ce que ça finit quand, ça? Ben, c'est ça que j'allais dire. Ça finit le 2 juin. Fait qu'on va avoir... Vous avez donc jusqu'au 2 juin pour écouter Pascal dans le local sportif. Trouver des sujets, là. Ouais, c'est ça, hein? Ouais. On va travailler fort. Avant de passer au mot de la fin, je vais juste poser une question parce que là, VH ou AVH, expliquez donc ça pour le monde qui ne sont pas des gardiens. Ben, c'est difficile à expliquer en mots. C'est plus en images que ce serait plus facile à expliquer. RVH, ben, vous allez, regardez les games de hockey présentement, vous allez tous voir les goalers utiliser cette position-là. C'est comme un peu, c'est debout puis papillon. C'est pas debout. Non. T'es collé sur ton poteau, c'est vraiment dur à expliquer, en fait. Puis ça laisse le côté droit de ton épaule ou côté gauche ouvert. Habituellement, le gardien va utiliser cette position-là, car c'est un jeu à proximité. Mais là, beaucoup de gardiens l'utilisent un peu quand bon me semble. Fait que ça laisse comme Korpisalo donne 2 buts de même contre les Panthers. VH, ben c'est un peu la même façon, sauf que t'es une patte en l'air, une patte couchée, puis ton corps est à côté sur le poteau, fait qu'il prend toute la... OK, c'est 2 manières de protéger les poteaux. C'est ça. VH, c'est pour vertical-horizontal. Fait qu'une patte verticale, une patte horizontale. Anciennement, les gardiens de but, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils s'accotaient sur leur poteau. Ils descendaient, mettons qu'ils s'accotaient sur leur poteau gauche, ils descendaient leur patte droite à terre, puis ils laissaient leur pad gauche dans les airs, puis ils mettaient leur mythe par-dessus pour couvrir de haut en bas. Ouais. C'est un peu comme ça. Puis ça, tu utilises ça vraiment quand les tirs sont vraiment vers la bande. Entre, là, vraiment, il faut que ce soit vraiment bas, là, entre où est-ce que le cercle de mise en jeu termine, puis la ligne des gardiens. C'est pas grand comme espace. Là. Normalement, tu utilises ça à peu près dans cet espace-là. Fait que ça, c'était anciennement le VH, puis maintenant, c'est plus utilisé. Ils utilisent le RVH où tu changes les 2 jambes. Donc là, c'est ta jambe qui est proche du poteau qui est par terre, puis ta jambe qui est de l'autre côté du poteau, elle n'est pas vraiment debout, elle est comme semi-debout, là, elle est comme en biais. Puis le reste du corps du goaler, ben, vu que sa jambe gauche est par terre, il faut qu'il se pousse les hanches au complet pour aller s'accoter sur le poteau. C'est ce qui fait que c'est extrêmement difficile sur le corps des gardiens de but, sur les hanches des gardiens de but, puis on enseigne ça maintenant aux goalers quand ils sont novices. Fait que la plupart des gardiens aujourd'hui ont les hanches finies à cause de ça. Puis ce qui arrive, c'est que les goalers, quand ils sont dans cette position-là, sont bien, sont confortables, sont à côté, puis mais ça laisse quand même un espace qui est pas gros entre l'épaule et le haut du but si le gardien fait pas l'effort de vraiment s'accoter l'épaule et la tête sur le poteau.
Mais tapez ça dans YouTube, vous allez en voir des exemples. Vous avez vu le film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre? Non. Quand Otis, le script, fait son monologue puis que tout le monde tombe dans l'une. Je m'excuse, Pascal, là. Mais je n'étais plus là, pas tout. on va voir si les gens sont visuels ou auditifs. Ah, mais c'est toi, Franck, qui a posé la question. Hein? Ben oui, je sais. Moi, je pensais que j'avais une petite réponse courte. Non, tu peux pas expliquer ça tout bonnement. Bon, ben, je me coucherai donc moins niaiseux ce soir. Yes. Les gars, est-ce qu'on a un mot de la fin? Mot de la fin, c'est RVH. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre? Non, moi, j'ai Andy, mais. Andy? Andy? Tu viens toucher notre cœur. Andy. Ah oui. On s'en ennuie. Je suis sûr qu'on l'appelle, puis... Il viendrait pareil, même s'il... Il s'est jamais entraîné de sa vie. De toute façon, il n'a jamais levé un poids de sa vie. Il n'a pas besoin de mise en forme. Il serait prêt. Garanti. Pour la fin de la saison, là, nous donner un petit... la game contre Montréal. Go. Et voilà. Ah, ça serait faux, ça. Oui. Donc, c'était donc La Brigade, le premier podcast francophone qui traite des sénateurs et du hockey dans la région d'Ottawa-Gatineau. À la semaine prochaine.